On démarre? Allons-y. Et puis, de toute façon, les retardataires vont arriver au fil de l'eau. Waouh, j'ai le projecteur dans la figure. Personne dehors. Voilà, tout le monde est arrivé, mais alors incroyablement à l'heure. Bon, ben, d'abord, merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour cet échange avec la direction du FCSM. Dans les remerciements, je commence aussi par remercier les bénévoles de SocioShow qui ont installé à l'arrache le setting pour ce soir. Et qui nous permettent aussi ensuite de récupérer la réunion en vidéo et puis pour que d'autres puissent voir ce qui s'est dit ce soir. Donc merci à Esteban qui est là, merci à Michael qui est dans le fond, merci à Léna qui est présente, Steph qui n'est pas là ce soir aussi, je crois, qui a aidé sur la partie technique. Bon, c'est toujours comme ça, SocioShow, mais je profite d'avoir le micro pour répéter ce que je répète à chaque fois qu'on est dans cette situation. SocioShow, c'est votre association, ça vous appartient. Et tout ce qu'on fait avec SocioShow, on le fait avec de l'huile de coude, de l'engagement et du bénévolat. Donc ce soir, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et venez nous aider, venez participer aux travaux de l'association. C'est ce dont on a besoin pour la faire vivre. Donc je serai le maître de cérémonie ce soir pour cet échange. Je remercie maintenant Clément et Julien d'être venus discuter, échanger avec vous dans se prêter à l'exercice, pas facile peut-être, de la discussion avec les socios et les supporters. Je crois que c'est la 4e fois qu'on le fait, cet exercice-là, de venir échanger avec des membres de la direction. On avait eu une rencontre avec Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier à l'époque. On a fait une rencontre avec les actionnaires au sein du conseil de surveillance à un autre moment. Vous étiez présents à l'Assemblée générale en septembre. Et donc, pour la 4e fois, en un an et demi, les supporters, les socios ont l'occasion de venir échanger avec la direction. Et peut-être qu'il faudrait d'ailleurs à l'avenir proposer cet exercice à d'autres parties prenantes. Enfin, je pensais aux collectivités, ça pourrait être intéressant de les associer et de les entendre sur la vision qu'ils ont du club et du soutien qu'ils peuvent apporter au projet du club. Donc, ce soir, on fait quand même si ça se répète pour nous, on fait quelque chose d'exceptionnel dans le paysage du foot français avec ce type de rencontre et cette possibilité d'échange autour de cette valeur qui est cruciale pour SocioShow, qui est cette valeur de transparence. Alors, mais en même temps, ce qu'on fait là, cet exercice d'échanger en toute franchise entre supporters et direction du club, eh bien, ça a, je crois, plein de vertus. Mais c'est aussi quelque chose qui tient à la difficulté de la situation actuelle. Parce que tout ce travail de fond qu'on essaye vertueux sur les fondamentaux du club, pour reconstruire de fond en comble un club sain, eh bien, ça marche, ça donne des résultats partout, sauf sur un petit secteur qui est quand même extrêmement gênant pour nous tous, qui est le secteur de l'équipe pro, sur lequel on ne remplit pas les objectifs qui étaient ceux de la saison, ce qui génère... Enfin, j'ai envie de dire que d'autant plus on fait les choses, nous, supporters, je pense que c'est ça le sentiment qu'on a, d'autant plus on se démène socios, d'autant plus on se dit « Ah, c'est vraiment intolérable qu'il n'y ait pas le retour là où on l'attend sur le terrain les vendredis soirs. » Donc ça nourrit ce travail qu'on porte, ça nourrit aussi, d'autant plus, c'est le paradoxe, des attentes et des frustrations. On a un soutien sans faille, je pense, qu'on donne au club et à l'équipe. Et de l'autre côté, on ne peut qu'être déçu pour l'instant, en tout cas du retour qu'on a sur l'équipe pro. Donc voilà pour moi ce qui est la façon dont je vois les enjeux de la discussion de ce soir. Je pense qu'il y en a 3. Il faut d'abord qu'on arrive à comprendre pourquoi on en est là et de poser un diagnostic le plus lucide possible sur la situation du club et le fait que les objectifs, en tout cas pour l'instant, on va croiser les doigts et puis continuer à encourager pour la suite, mais pour l'instant ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait ou nos attentes. Deuxième chose importante, après le diagnostic, il faut qu'on s'accorde aussi sur un projet club ou qu'on entende le projet du club tel que la direction le pense, parce que c'est ce vers quoi, dans le sens de quoi on doit tous aller, donc partager une vision. Et puis, dernier élément, une fois qu'on a posé ces constats, une fois qu'on se dit voilà dans quel sens il faut aller, comment est-ce que tous ensemble on peut aller dans le bon sens et essayer de faire nos meilleurs efforts pour améliorer la situation. Voilà en tout cas l'enjeu que je perçois pour ce soir. Mode d'emploi, donc j'en ai fini avec le micro, c'en est fini de mon rôle de maître de cérémonie, peut-être que je réinterviendrai ensuite sur l'animation.
Mais on va commencer avec 2 présentations de Clément et de Julien pour vous présenter justement cette question du projet club et de la vision de la trajectoire du club. Et puis ensuite, on reviendra pour un temps d'échange. Alors la proposition que je vous fais, si vous êtes sociaux, vous avez accès au Discord de SocioShow. Vous avez vu que tous ces derniers jours, on a cumulé tout un ensemble de questions qui étaient posées par les uns et les autres. J'en ai fait une espèce de synthèse et j'arrive à, je sais pas, 10 grands thèmes qui, je pense, couvrent à peu près toute la situation actuelle. Donc la proposition que je vous fais là, c'est de partir de cette structure-là, de poser les questions qui ont été collectées, mises en forme jusqu'ici, de les poser à Clément et à Julien. Et puis, si vous souhaitez, pour chaque thème, ensuite ajouter une question ou avoir des précisions sur tel ou tel aspect, à ce moment-là, on passe le micro au public. Mais qu'on structure la discussion de façon à ce qu'on puisse couvrir un maximum de sujets. Je pense que c'est comme ça qu'on fera le mieux les choses ce soir. Voilà. Donc je finis en remerciant encore alors je ne sais pas s'il faut dire nos invités, parce que là on est au club. D'habitude on fait ce genre de réunion à la Malse. Elle n'était pas disponible ce soir, donc je ne sais pas s'il faut dire nos invités ou nos autres, d'être présents avec nous ce soir pour échanger avec vous. Voilà, je vous passe le micro. Je ne sais pas qui commence des deux. T'as un petit bouton. Ça va donc. Bon, merci Mathieu pour cette introduction complète. Écoutez, oui, on est ravis de vous accueillir au Stade Bonal ce soir, ravis de vous avoir face à nous. Les SocioShow, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le club. On n'oublie pas votre engagement et toute la dynamique que vous avez créée il y a maintenant 1 an et demi pour faire qu'on en est là aujourd'hui. Et donc notre devoir et notre responsabilité, c'est d'organiser ce genre de manifestation et d'avoir le plus de transparence et d'échange possible avec vous. Donc comme le disait Mathieu, il y a une période un petit peu compliquée que le club traverse sur les aspects sportifs. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on n'aurait pas quand même organisé ce type de manifestation pour pouvoir discuter avec vous et faire des bilans ensemble sur les avancées et les travaux du club. Après, tu parlais de situations intolérables. J'ai noté quelques mots comme ça. Je pense que c'est aussi important dans ces moments-là de rester modéré sur nos propos, d'avoir une vision globale sur le fonctionnement du club, sur les choses qui vont pas, qui vont moins bien, et de rester le plus positif possible et le plus solidaire possible. Je vous rappelle qu'on est sur un projet qui est neuf, on est sur un nouveau cycle, et à un moment il faut de la patience et de la confiance. On a vu ce que l'ensemble des parties prenantes avait été capable de faire il y a 1 an et demi quand on a montré de la solidarité. Et dans les moments difficiles comme cela, il faut qu'on soit capable de se montrer unis, solidaires et d'avancer tous dans le même but, qui est le retour du club là où il doit être, au moins en 2e division. Donc du coup, voilà le petit programme de la journée, donc de la soirée. On va faire un petit rappel du projet du club quand même, parce que du coup, après 10 années sous pavillon étranger, on repart sur un nouveau cycle, comme je vous le disais. Et donc le projet du club doit être réaffirmé et doit être réexpliqué et compris de tous. Ensuite, on fera un point sur la situation sportive, qui est un sujet qui préoccupe tout le monde évidemment, qui est le cœur de notre activité et le cœur du réacteur. Donc c'est important de vous dire où on en est et comment on se projette. Situation financière, qui est également un vrai sujet. On en a souvent parlé, donc c'est important d'en discuter, de faire des points, mais c'est important aussi d'être capable de se projeter. Et puis, comme le disait Mathieu, il y a une partie de questions-réponses que tu as condensée, je crois, tu nous poseras. Maintenant, nous, on est fermés à aucune question et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des sujets que vous souhaitez approfondir. On est là pour vous toute la soirée, toute la nuit, s'il le faut. Donc, petit rappel du projet. L'histoire du club. Alors, c'est pas à vous que je vais la raconter, parce que vous la connaissez mieux que tout le monde. Mais c'est important de savoir, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler les étapes importantes de notre club pour savoir où est-ce qu'on va. On ne construit pas un projet de club et l'avenir du club en se basant uniquement sur notre palmarès et notre passé, mais c'est toujours bien
de se rappeler d'où on vient. Donc on voit que le FC Sochaux a un passé glorieux, mais on est persuadé qu'il a également un avenir, et donc c'est important de se le remémorer. Donc création du club en 1928, premier club professionnel en 1935, premier centre de formation en 1974, 50 ans. Et puis c'est important de se rappeler l'histoire récente du club, je vous en ai parlé déjà en introduction, 2023, le sauvetage du club par des entités locaux et des structures locales, les acteurs privés, les actionnaires privés, les collectivités et vous, socios. Donc on repart sur un nouveau cycle, sur une dynamique neuve, presque sur un nouveau club en fait, en juillet 2023. Et donc comme je vous disais, c'est l'occasion de réécrire une nouvelle histoire et de réaffirmer un nouveau projet, de l'ancrer, de se le figer, de le partager et d'en être tous convaincus. Voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup, ça fait des années qu'on vivote, ça fait des années qu'on attend, ça fait des années qu'on est en difficulté. On l'entend ça, on le comprend tous, qu'il y a une frustration pour les gens qui sont là depuis longtemps. Mais malgré tout, le sauvetage du club, il a 1 an et demi et on repart clairement sur une nouvelle dynamique. Donc il faut le prendre en considération et il faut de la patience. Même si on aimerait tous que ça aille plus vite. Mais bon, la vie d'une entreprise, elle est comme ça. Ensuite, pour parler d'un projet club, il faut savoir qui on est et avoir un positionnement. Qu'est-ce que le club représente en interne et qu'est-ce qu'il représente pour son environnement? C'est les valeurs qui ressortent du FC Sochaux aujourd'hui. Quand on discute avec vous, socios, quand on discute avec les collaborateurs, avec les joueurs, avec les actionnaires, avec les collectivités, c'est les grandes valeurs qui ressortent. On a un club populaire familial, proche des gens. Je pense qu'aujourd'hui, la manifestation qu'on organise le prouve. Un club humble, travailleur et un club citoyen, fier de son territoire. C'est un élément qui est extrêmement important quand on est des clubs de nos tailles, quand on est des clubs comme les nôtres, d'être costaud sur son territoire, d'être fier de son territoire, d'être ancré sur son territoire. C'est un terme qu'on utilise fréquemment, mais pour embarquer les gens avec nous, pour que les gens soient fiers de leur club, considèrent le club comme un porte-drapeau, faut que les valeurs du club collent aux valeurs du territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, ces valeurs-là? Parce que certains d'entre vous nous les ont partagées. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on n'est pas un club populaire? Est-ce qu'on n'est pas un club humble? Voilà, je sais pas. Non, vous auriez peut-être ajouté des choses, certainement. Il y a plein d'autres termes à rajouter autour du FC Sochaux, mais c'est important d'avoir quelques valeurs phares qui ressortent et que nous, au club, si ça remarche. C'est hyper important qu'on partage ces valeurs et ces positionnements. Qu'elles soient assimilées de tous et acceptées par tous. Nous, notre travail au quotidien, avec les collaborateurs, l'ensemble des équipes, nous dirigeants, joueurs, c'est de faire en sorte d'avoir ces valeurs ancrées en nous pour chaque action et chaque jour de notre quotidien en fait. Chaque chose qu'on va faire, action de communication, offre commerciale, échange avec l'extérieur, potentiellement recrutement. Il faut que ces valeurs-là, elles soient ancrées en nous. Qu'on soit sûr que ce qu'on fait, c'est populaire, c'est proche, c'est humble et c'est ancré dans le territoire et ça correspond aux valeurs du territoire. Donc ça, c'est des éléments qui sont super importants pour nous pour avancer. Puis ensuite, évidemment, les autres choses qui comptent, c'est l'ambition. Évidemment, on a des ambitions. On veut se développer, on a des ambitions sportives. C'est la formation qui est un élément extrêmement important et qui est au cœur du projet du FC Sochaux et l'ancrage territorial. Le projet. Ça, c'est quelque chose sur lequel on tient à insister énormément. Il y a plusieurs pans en fait dans le projet du FC Sochaux. On a souvent tendance à parler du projet sportif. Alors clairement, le projet sportif, comme je vous le disais, c'est le centre de nos attentions. C'est le cœur du réacteur, c'est notre raison d'être. Voilà. La performance sportive de l'équipe première et l'atteinte des objectifs de l'équipe première, elle est capitale. C'est ce pourquoi on est tous là aujourd'hui. Mais c'est pas que ça, en fait, le FC Sochaux. Et c'est important de se le rappeler. Donc on va revenir sur les différents points. Sur le projet sportif, Julien va y revenir un peu plus longuement après. Mais en effet, c'est déjà de remonter en deuxième division. Ça, c'est la première étape de cette partie sportive. En se basant sur la formation, évidemment, qui est au cœur du projet, on le répétera à chaque fois, en formant des jeunes joueurs, en faisant en sorte qu'ils intègrent l'équipe première et qu'ils puissent performer pour nous permettre d'atteindre nos objectifs sportifs. C'est asseoir le club dans le premier tiers de la Ligue 2
dans un second temps. Aujourd'hui, on va être transparent avec vous, il faut être totalement lucide. Le FC Sochaux doit être un bon club de Ligue 2, jouer le top de la Ligue 2. Et potentiellement, si de temps en temps on est dans le bon premier tiers, aller accrocher une place qui nous permette de monter. De vivre tant qu'on peut vivre en Ligue 1, et si on redescend, il ne faut pas que ce soit une catastrophe. Il ne faut pas que ce soit une catastrophe. Moi, je ne peux plus d'entendre des clubs qui sont en Ligue 1 et qui t'expliquent quand ils sont relégables, ça va être la catastrophe industrielle, ils vont disparaître. C'est pas possible de vivre comme ça, avec cet aléa sportif. Donc nous, il faut qu'on arrive à faire fi de cet aléa sportif, de je monte en Ligue 1, je suis sauvé, je redescends, je meurs. Sinon, on ne va pas vivre, hein. On va se faire des ulcères, et des cancers. C'est impossible de vivre comme ça. Donc il faut qu'on soit sur ce modèle-là. On joue le premier tiers. Quand on monte, c'est cool, on est content. Et quand on redescend, voilà, c'est pas grave, on retentera notre chance et on y arrivera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Je ne vais pas donner d'exemple d'autres clubs, mais vous qui êtes fan de foot, je pense pour une plus grande partie, vous avez des exemples de clubs qui arrivent à avoir ce modèle sportif. Des gens qui ne sont pas très loin d'ailleurs. Ok pour la partie sportive. Autre pan du projet qui est hyper important, c'est le volet économique. Malgré tout, le FC Sochaux est une entreprise. D'accord ? Et pour qu'une entreprise vive, se développe, se pérennise, il faut qu'on arrive à une stabilité économique. Aujourd'hui, les modèles des clubs de foot, ils sont assez délirants. On ne peut plus vivre comme on a vécu, encore moins avec les crises que le football français en général traverse, la chute des droits télé, notamment, on ne peut pas les citer. Et donc du coup, il faut qu'on se réinvente. On ne peut plus fonctionner comme on a fonctionné, avec des déficits structurels extrêmement importants, en comptant sur une performance sportive qui va te permettre de gratter un peu de droits télé, en comptant sur une potentielle vente de joueurs, ou en comptant sur l'arrivée d'actionnaires qui sont capables de mettre des millions d'euros au pot pour combler le déficit. On a la chance aujourd'hui d'avoir des actionnaires locaux qui nous permettent d'assurer et d'assumer un projet local qui colle à notre ADN, à notre identité. La contrepartie, c'est qu'ils ne sont pas capables de mettre des millions d'euros tous les ans au pot pour faire en sorte que le club ne dépose pas le bilan. Ce qui est plutôt sain finalement, de se dire il faut qu'on change notre fonctionnement et qu'on se débrouille par nos propres moyens. D'accord ? Donc comment on y arrive à cette stabilité économique, ou en tout cas comment on s'en rapproche ? Il n'y a pas 50 000 solutions en fait. Il faut qu'on soit capable de développer notre business et nos recettes naturelles. Voilà. Les recettes naturelles, c'est billetterie, sponsoring, buvette et boutique. Ça, on le maîtrise. Ça, on y arrive. Et comment on fait pour aller développer ces recettes-là et pour être le plus autonome possible sans avoir l'apport de nos actionnaires, des socios, on ne va pas faire appel aux socios tous les ans, c'est pas possible, des collectivités qui n'ont pas vocation à financer le football professionnel, c'est pas possible, et de se débrouiller par nos propres moyens. Alors évidemment, la partie mutation et vente de joueurs, elle va rentrer en ligne de compte. Encore une fois, le centre de formation, il est au cœur du projet et on va avoir besoin du centre de formation et d'un centre de formation performant pour faire jouer les joueurs, atteindre le projet sportif et pour arriver à boucler nos budgets pour notre projet économique. Donc derrière, je reviens aux recettes naturelles. Comment on fait pour les développer ? Faut qu'on aille chercher d'autres publics. Il faut qu'on aille fédérer autour du club. Il y a eu un élan incroyable populaire autour du FC Sochaux il y a 1 an et demi. Il y a des non-fans de foot qui se sont intéressés au club, des gens qui étaient peut-être jamais venus à Bonal, qui sont devenus socios, qui se sont dit qu'on allait perdre un emblème de notre territoire. Nous, il faut qu'on capitalise là-dessus. Il faut qu'on fasse que ces gens viennent au stade, passer des bons moments à nos côtés, vivre des expériences à nos côtés, avec leurs proches, leurs familles, leurs collègues, leurs enfants, etc., etc. Et ça, comment on fait ? Les fans de foot ne vont pas forcément être entièrement d'accord avec ce que je vais raconter, mais il faut qu'on arrive à faire abstraction du résultat sportif et à tirer. Ouais, je vois, vous faites la tête. Mais on est obligé. Vous savez combien il y a de fans de foot en France ? 16%. 16% qui viendront quasiment quoi qu'il arrive. Sauf quand ils auront un truc familial, sauf quand ils n'auront pas le temps, sauf quand ci, sauf quand ça. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour remplir le stade et atteindre nos objectifs économiques. Donc on ne dit pas que les résultats sportifs, il faut les mettre complètement de côté, mais on est entièrement d'accord, il n'y a pas de sujet. Et à un moment, on doit offrir à nos supporters fans de foot du résultat. C'est clairement
capital. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu es deuxième de ton championnat que ton stade se remplit, que tu es plein et que tu es stable. Et vous avez l'exemple dans plein de championnats étrangers. Aujourd'hui, il faut être capable de s'ouvrir et d'aller chercher d'autres publics. Donc ça ne veut pas dire que les fans de foot, on les met de côté, on ne leur offre pas du contenu et on ne leur donne pas ce qu'ils ont envie d'avoir. Mais malheureusement, enfin, ou heureusement, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, il faut qu'on soit capable d'attirer d'autres publics. Les familles, avec les enfants, d'être capable d'attirer un public plus féminin, d'être capable d'attirer un public étudiant, qu'on a finalement peu, d'être capable d'accueillir un public plus âgé, d'accueillir des CSP+. Malgré tout, tous ces publics, ils ne viennent pas chercher la même chose au stade. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui a 18 ans, qui vient avec ses collègues étudiants, et un père de famille de 40 ans, qui a 2 enfants de 5 et 8 ans, il ne va pas forcément consommer de la même manière. Il ne va même sûrement pas consommer de la même manière. Et il n'y a pas de raison qu'au Stade Bonal, on propose la même expérience pour tous. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit capable de fédérer autour du club pour aller chercher d'autres publics. Donc je ne sais pas si vous êtes tous fans de foot ici ? Non, il n'y a pas que des fans. Vous venez au stade pour vivre une expérience sociale, rencontrer du monde, passer un moment sympa avec vos proches. Vous êtes en famille là ? C'est des amis ? Ben voilà. Donc en famille et entre amis. Ben voilà. Vous venez vivre une expérience sociale au Stade Bonal, au FC Sochaux, parce que vous inscrivez votre compte, ça fait une soirée, vous allez boire un verre, manger quelque chose, passer un moment sympa. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réussir à faire avec le plus large public possible. On doit être une alternative à d'autres sorties de loisirs. Encore une fois, voilà, on doit être une alternative au bar, au cinéma, au parc d'attractions, pour une certaine partie de la population. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on met de côté les sportifs. Attention, ça fait partie du projet. Donc voilà pour la partie économique. Sinon, il faut gagner des matchs. Il n'y a que ça. Voilà. Du coup, on met tous nos œufs dans le même panier, c'est compliqué. Et après, il y a le projet social, qui est important, c'est qu'est-ce qu'on représente sur le territoire et qu'est-ce que le FC Sochaux fait sur le territoire. Et ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas oublier. Le FC Sochaux, c'est la formation, avec nos 70 jeunes et nos 200 licenciés, à qui on apprend un métier de footballeur, à qui on apprend à être des bons citoyens et à être les citoyens de demain. C'est l'insertion, avec toutes les actions qu'on mène, les formes de l'emploi, entre autres. C'est le travail sur la parité, avec la féminisation dans le football, avec le développement de la section féminine. C'est l'animation du territoire, avec tout ce qu'on fait et le lien qu'on a recréé avec le football amateur, qui n'existait plus. Aujourd'hui, on retravaille avec le football amateur. On a 40 clubs amateurs qui sont partenaires du club, qui viennent les soirs de match, faire les escort kids, les ramasseurs de ballons, les porte-drapeaux. Voilà, ça c'est aussi le rôle du FC Sochaux, de travailler sur son territoire et d'apporter du contenu au public. C'est l'aide au public en difficulté. Voilà, on a développé et on est en train de développer notre soutien et notre partenariat avec la Ligue contre le cancer. Vous savez, on travaille beaucoup avec le don du sang, avec la maison des enfants. Voilà, c'est aussi ça que fait le FC Sochaux et ce que rend le FC Sochaux à son territoire. Et puis évidemment, c'est vous, les socios, sur qui on compte beaucoup. Donc voilà, n'en déplaise à certains, mais je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Le projet du club, c'est pas uniquement ça. Et on ne peut pas être jugé uniquement là-dessus. Je comprends que ce soit une part extrêmement importante. Et encore une fois, je vous dis, c'est le cœur du réacteur. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est pour alimenter ça. Soyez-en sûrs. Tout ce qu'on fait, si on développe les recettes, si on essaye d'être stable, si on essaye d'avoir plus d'argent, c'est pour garder nos joueurs le plus longtemps possible, pour alimenter l'équipe première. Si on essaie d'avoir plus de monde possible dans le stade, c'est pour soutenir l'équipe et faire en sorte qu'elle soit performante. D'accord ? Si on met en place des actions de ce type-là, des actions RSE, de fédération du public autour du club, c'est pour faire en sorte que les gens nous soutiennent et viennent soutenir l'équipe première. Soyez-en sûrs, tout ce qui nous motive au quotidien, c'est de faire en sorte que le projet dans sa globalité alimente le projet sportif. Ça va pour le projet ? C'était pas trop long ? Non ? Si monsieur, c'est un peu long ? Vous me dites, hein ? Bon, il n'y a pas de... Ah bon, ça va. Ok, et donc le FC Sochaux, c'est aussi des infras, un territoire, donc le Stade Bonal, que vous connaissez bien, qui avance, qu'on aménage, qui doit être aménagé.
parce que c'est un stade qui a 25 ans maintenant, donc il est super, hein, c'est un bel outil, et c'est un vrai lieu de rassemblement et de lien social. Maintenant, voilà, il a quelques années et il mérite un petit peu de lifting, donc grâce à vous, on y arrive. On a fait des fresques, on est en train d'en faire une autre, on est en train d'aménager des zones de consommation pour que les gens viennent de la manière la plus agréable possible au stade. Ça reste un enjeu. On est en train de créer une tribune famille de l'autre côté, avec un max d'animation pour les parents qui viendraient avec leurs enfants, terrain de foot, baby-foot, scène pour différentes animations, etc. On a besoin d'aménager ce stade. Centre de formation de Seloncourt, fait partie de nos équipements également, pareil, qui est un bel outil, qui est une belle infrastructure, mais sur laquelle on bosse activement pour l'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on vient à manquer de terrain, on ne peut pas accueillir notre section féminine pour le moment à 100% dans nos infras. Et donc, on bosse en ce moment et on est à l'étape du projet d'amélioration de notre centre de formation et de notre centre de performance. Puis évidemment, c'est la région. Franche-Comté, qu'on aime tant. Juste, je reviens là-dessus, rapidement. Parce que malgré tout, le club, vous l'aimez et vous le connaissez bien. On pourrait faire comme certains clubs, on pourrait, hein, parce qu'il y en a qui le font, dire on met tout notre argent et tous nos œufs là. Stade Bonal, on oublie. Trop cher. On va ailleurs. On va jouer à Bloom. Bloom, ça va être cool, ça va être bien. Où on joue à Seloncourt. Donc, le lieu de rassemblement et de lien social, c'est terminé. Centre de formation, on ferme. Ça nous coûte trop cher. Section féminine, on arrête. Ça nous coûte trop cher, ça sert à rien. Animation du territoire, allez, on stoppe les actions auprès des clubs amateurs, on stoppe les joueurs qui vont dans les quartiers, voir les gamins, faire des actions, etc. L'aide au public en difficulté, pareil, on oublie, on n'a pas le temps. On fait que ça. Est-ce que c'est vraiment ça, votre club, qui a bientôt 100 ans ? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Et on pense pas. Et je pense que vous partagez. Donc, on ne peut pas couper tout ça au profit de ça. Déjà parce que ça ne nous ressemble pas, mais que ce n'est pas le FC Sochaux. Donc, ça prend un peu de temps. Mais parce qu'en plus, je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, ce soit positif. D'accord ? Monter avec juste une équipe première, je ne suis pas sûr que ce soit gage de pérennité et de durée du club. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au projet, les quelques étapes sur lesquelles on a avancé de développement. Je reviendrai sur la partie financière, puis je vais laisser la main à Julien sur le point sportif. Et puis vous pouvez, si vous avez pris des notes, nous poser des questions après ou maintenant. Après ? Après. Ok. Merci Clem. Déjà bonsoir à toutes et à tous, je ne vous ai pas salué. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus, c'est ce que j'ai compris. Donc, non mais on l'a vite senti, notamment les deux dames là. Mais moi je vais simplement faire un retour sur le sportif parce que je pense qu'il faut parler de cette année et de ce qui se passe. Mais il faut aussi simplement revenir sur, on va parler de l'année 1 rapidement, parce que je pense qu'à un moment donné, ce qui s'est passé et il faut passer à autre chose. Voilà. Je vous ai fait juste un petit condensé de ce qui s'est passé sur l'année 1, c'est-à-dire que, moi je suis arrivé au club au 1er février 2023, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans, dans un contexte qui était plutôt ambitieux, qui malheureusement est devenu périlleux. Voilà. Après c'est comme ça, c'est la vie du foot et il faut savoir faire face. Donc à l'été 23-24, voilà, il a fallu mettre, on va dire, les mains dans le cambouis et rapidement pouvoir essayer de sauver ce qui était potentiellement sauvable. Donc là, je vous ai mis simplement un petit condensé des différents joueurs qui sont partis, en sachant que sur l'année 23-24, il y a eu 25 joueurs qui sont partis, donc quasiment tout l'effectif, pour repartir en national sur 19 arrivées. Donc je vous ai simplement remis des éléments factuels, c'est-à-dire que sur la saison 23-24, voilà, vous avez tous ces joueurs-là qui ont été transférés.
Alors quand je mets transfert fixe, c'est la somme réelle que le club a touchée, et quand je mets bonus éventuel, c'est ce que le club peut percevoir par rapport à différents objectifs qu'on a intégrés dans les contrats des joueurs lors de la vente, et puis le pourcentage de droits de suite sur ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur est revendu, par exemple Makosso a été revendu en Angleterre, donc on a 15% sur la vente. Voilà. Donc ça permet toujours d'avoir quelque part une trésorerie qui rentre au club, et ce qui permet au club aussi de subvenir aux besoins d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'était sur l'année 23-24. Sur l'année 24-25, vous avez les garçons qui sont partis du club. Alors certains pour différentes raisons, certains parce qu'ils n'étaient plus du tout dans le projet, c'est-à-dire qu'ils avaient la volonté de voir autre chose. D'autres parce qu'il y avait différents problèmes au centre de formation, d'autres parce qu'ils ont refusé de signer leur premier contrat professionnel ici à Sochaux, à la NACRA, et puis Nolan parce que tout simplement psychologiquement c'est un garçon qui m'a clairement dit que de jouer à Bonal pour lui c'était trop de pression. Voilà. Donc comment ? C'est la réalité. Donc voilà. Donc je pense. Ça me semblait important de revenir sur ces petits éléments factuels, et puis aussi que vous ayez quelques éléments. Voilà. Donc voilà, ça c'est simplement un petit récap des garçons qu'on a réussi à faire signer au club, qui sortent de la formation. Donc Alex Dao, Chris Makosso, Impoy Gomis, c'est un garçon qu'on avait récupéré à Rennes en post-formation et qui a fait 1 an chez nous, et qui à la fin de l'année souhaitait partir, donc auquel on a récupéré une indemnité de transfert importante à la NACRA. Et cette année, Elson Mendes, Solomon Lubao, on vient de signer Victor Joseph et Honoré Bayanguinissa, qui sont des jeunes de la formation sochalienne et qui doivent être des joueurs de demain pour le club, et ça c'est quelque chose d'important. Voilà, là c'est le recrutement qui a été fait, en sachant qu'on a conservé 15 joueurs de la saison 23-24, donc 15 joueurs qui ont potentiellement fait une saison, on va dire, quand même aboutie l'année dernière, même si on a eu un creux, mais quand on se remémore un petit peu la préparation et tout ce qu'on a vécu, moi je trouve que c'est des garçons qui ont fait une bonne saison. Et donc on a recruté ces joueurs-là, donc Alex Pierre dans un rôle de doublure, puisqu'on a réussi à garder Mathieu Patouillet. Mathieu Pébernès qui est arrivé dans un rôle, on va dire, de leader, parce que le constat qu'on a fait l'année dernière, et je pense que c'était votre constat aussi, c'est-à-dire qu'on avait une équipe jeune par moment, qui a manqué d'expérience, qui a manqué de leadership, qui a manqué de caractère. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on a pris en considération, et c'était aussi notre analyse. Donc Mathieu est venu dans ce rôle-là, Nassim Ouamou, Victor Mayela qui est venu en prêt sur la fin du mercato pour combler le départ de Impoy Gomis, Sami Benchama, Corentin Jean et Armand Niandouillet. Voilà. Et au mercato hivernal, on a fait venir Moussa Doumbia, que vous connaissez, et Geoffrey Durban. Donc ça, c'est les joueurs qui sont arrivés cet été et cet hiver. Voilà, donc là vous avez l'effectif, en bleu au ciel, c'est des garçons qui ont été formés au FC Sochaux. Alors j'ai mis le petit Abderrezek Saedi qui est arrivé cet hiver, mais qui est un garçon post-formation, donc voilà, on ne va pas dire que c'est un joueur qui est formé ici. Les garçons que vous voyez avec une couleur orange, Mathieu Patouillet, Victor Mayela, c'est des garçons qui sont prêtés, donc c'est-à-dire que c'est des prêts secs. Les deux vert kaki, Moussa Doumbia et Geoffrey, les recrutements hivernales. Et les garçons en rouge, c'était des garçons sur lesquels, dès le début de saison, on leur avait signifié qu'on ne comptait pas sur eux et qu'il y avait une volonté de pouvoir trouver un accord. Après, dans le football, pour qu'un joueur y parte, il faut que le joueur sous contrat au club, le club en face et le joueur soient OK, c'est-à-dire que les trois parties, on puisse trouver un accord. Et finalement, ces garçons-là sont restés avec nous. Voilà. Et il y a deux garçons qui ont signé leur premier contrat pro en cours de saison, qui n'était pas forcément prévu au départ, Elson Mendes et Solomon Lubao. Voilà. Donc ça, c'est l'effectif actuel. Là, bon, voilà, je vous ai mis le classement, même si je sais que vous le connaissez tous par cœur. Donc voilà, on est 9e avec 26 points. Loin des objectifs qui étaient ceux du début de saison. Ça, c'est une réalité.
même si c'est vrai qu'au début de saison, les objectifs annoncés, c'était d'être dans les 5 premiers le plus longtemps possible et de pouvoir se mêler à la montée. Donc en tout cas, à l'instant T, on n'est pas dedans. Ça, c'est une réalité. Voilà. Bon, là, c'est le classement à domicile. Voilà, on est 6e. Classement à l'extérieur, on est 9e. Bon, voilà, le classement de la meilleure défense. Donc là, c'est un sujet où on préférait être au classement général. Mais en tout cas, on est la meilleure défense de championnat. Généralement, c'est gage d'être au moins dans les 5 premiers. Ça, c'est une réalité sur les saisons précédentes. Et là, aujourd'hui, où le bas blesse, c'est au niveau de l'attaque, puisqu'on est la 14e attaque du championnat. Donc là, c'est le vrai point noir pour l'instant de cette saison. Et c'est tout simplement pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les objectifs. Voilà, très clairement. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça permettra de faire le point de cette saison et puis de discuter de la saison d'après, je pense, Mathieu, non ? Donc, moi, j'avais collecté, à partir des propositions sur le Discord, un ensemble de questions sur le bilan de la saison. Mais peut-être le premier, c'est le plus évident. C'est, voilà, tu as exposé les résultats tels qu'on y est maintenant. La première grosse question, c'est on se retrouve 9e. On doit avoir une des masses salariales les plus importantes de N1. Enfin, tu me diras si c'est le cas. Enfin, où est-ce qu'on se situe à peu près. Et voilà, comment ça se fait ? Comment toi, tu interprètes la déception de cette saison et quel est le bilan là-dessus ? Ouais, alors sur la masse salariale, je vais simplement dire qu'aujourd'hui, sur la masse salariale de l'équipe pro, c'est 20% du budget du club. Donc, c'est pas quelque chose, généralement, une masse salariale d'une équipe, ça tourne plus entre 30 et 35%. Aujourd'hui, on a un 20%. Maintenant, il ne faut pas se cacher, on a une masse salariale qui devrait nous permettre de faire mieux et d'être au moins dans les 4-5 premiers de championnat. Ça, c'est une réalité. Donc, de façon très claire, aujourd'hui, voilà, on n'est pas dans les objectifs par rapport à la masse salariale et par rapport aux objectifs qui étaient fixés et qui seraient totalement plausibles. Et sur les facteurs d'explication, alors dans les questions qu'il y avait, il y avait dans les facteurs évoqués, alors tu as tous les trucs sur la construction de l'effectif, sur l'âge des joueurs, tu avais ce facteur-là. Toi, comment tu l'évalues, tu vois, le fait d'avoir dans les questions qui reviennent des socios, il y a souvent, on aimerait plus de jeunes. Est-ce qu'on n'a pas recruté des joueurs qui arrivent à un âge assez avancé et que finalement ça rend la perf plus difficile ? En lien peut-être avec cette question de la construction de l'effectif sur l'âge, il y avait une question sur la prépa physique. Et on sait qu'on a eu beaucoup de blessés. Comment est-ce que tu évalues ce facteur-là ? Et la dernière question, si je synthétise là comme ça, tout un paquet de questions en même temps, il y avait une question sur l'état d'esprit. C'est-à-dire les supporters, je pense que c'est assez naturel. On se dit toujours, ils ne donnent pas assez. Et s'ils ne donnent pas assez, c'est aussi pour des raisons mentales et des raisons d'engagement. Donc tu vois, ces trois critères, la dimension de prépa physique, l'âge et l'état d'esprit, comment toi tu l'évalues dans le résultat décevant actuel, on va dire ? Je vais commencer déjà par l'âge, parce que l'âge c'est une chose. Après, simplement, la constitution de l'effectif, elle a été faite d'un constat. C'est-à-dire qu'on est parti d'un constat sur la saison 23-24, avec des manques qu'avait pu connaître cette équipe. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment par rapport à de l'expérience, par rapport à du leadership, la gestion des événements. Donc le constat, il a été celui-là. Après, les chiffres, c'est une chose. Quasiment toutes les équipes qui sont montées de nationale en Ligue 2 avaient tous plus de 26 ans de moyenne d'âge. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'équipe, c'est pas l'EHPAD, le FC Sochaux. C'est-à-dire que la moyenne d'âge du FC Sochaux, c'est 26,8. Donc, on est aujourd'hui totalement dans, normalement, une moyenne d'âge d'une équipe capable de monter en Ligue 2. Alors, oui, forcément, quand vous n'êtes pas dans les standards, on va dire pourquoi il n'y a pas plus de jeunes, pourquoi il y a beaucoup de blessés. Alors, je vais revenir sur ce point-là. Déjà, il faut savoir qu'au niveau médical ou au niveau des prépas physiques, il n'y a pas eu de changement par rapport à la saison 23-24. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le staff, c'est les mêmes personnes qui œuvraient l'année dernière. Et je vais vous donner une petite stat parce qu'on parle beaucoup des blessures et j'ai joué un petit peu au foot. Quand les résultats d'une équipe sont moins bons ou pas bons, on pointe toujours du doigt la préparation physique.
Donc aujourd'hui, oui, il y a un secteur où on a plus de blessés que l'année dernière, c'est les blessures musculaires. Alors je vais employer un terme un peu technique, c'est-à-dire de grade 2, on va dire des lésions moyennes. Ça, c'est un secteur où on a plus de blessés que la saison dernière. Par contre, sur les autres secteurs, on a moins de blessés que la saison dernière. Donc ça, c'est quelque chose de factuel. C'est quelque chose que j'ai demandé et qu'on a travaillé avec les prépas physiques et les médecins pour arriver à comprendre pourquoi sur ce domaine-là, on a eu plus de blessures cette année. Donc c'est pas toujours facile, pas toujours facilement explicable, mais en tout cas, sur ce point-là, en effet, on a eu plus de blessures que la saison dernière. Voilà. Après, sur la question des jeunes, voilà, forcément, je pense qu'il faut intégrer des jeunes, c'est une réalité, et je pense que c'est la réalité du FC Sochaux. On essaye de le faire. Maintenant, en intégrer plus, ça pourrait, parce qu'on peut se dire qu'il ferait certainement mieux, plus. En tout cas, quand il y a un bon jeune qui intègre l'équipe et qui gagne sa place, bah, on s'aperçoit qu'il ne sort pas de l'équipe, puisque je prends l'exemple d'Elson Mendes, qui est un jeune qui au départ n'était pas avec nous, qui finalement on a intégré à l'équipe première et qui aujourd'hui a gagné sa place de par ses performances. Donc voilà, la volonté, c'est pas de dire on va mettre plus de jeunes, moins de jeunes, mais en tout cas c'est une réalité qu'on souhaite s'appuyer sur la formation. Et sur le dernier facteur, que les supporters, donc tu as répondu sur l'âge, on est dans la moyenne, sur la partie physique. Sur le dernier facteur, c'est-à-dire la question de l'état d'esprit du groupe, toi qui vis avec le groupe voilà, j'ai envie de dire en permanence, qu'il connaît bien de l'intérieur, est-ce que ça peut être un des éléments qui explique les difficultés actuelles? Ce qu'on entend souvent, enfin vous êtes d'accord, on dit souvent il mouille pas, au stade, il mouille pas assez le maillot, j'arrive pas à le dire, ou il manquerait d'engagement, voilà, etc., etc. Comment toi tu vois le groupe de l'intérieur? Est-ce que c'est une explication? Alors après, comme dans tout groupe, il y a toujours quelques garçons qui à un moment donné peuvent se retrouver en difficulté parce qu'ils jouent moins, parce que l'entraîneur leur fait moins confiance. Après, sincèrement, moi je vais être assez clair sur la question, de dire que les joueurs du FC Sochaux et de l'équipe de nationale ne mouillent pas assez le maillot, ne respectent pas assez le maillot. Sincèrement, c'est totalement faux. C'est-à-dire que peut-être par moment, vous avez l'impression que... Mais je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à une équipe qui est en manque de confiance et qui par moment peuvent avoir... Vous pouvez peut-être avoir le sentiment qu'ils ne donnent pas assez, mais en tout cas, alors attention, je ne vais pas mettre les 26 ou 27 joueurs dans le même panier. Comme je vous ai dit, il y a toujours des joueurs qui, à un moment donné, dans une saison, peuvent lâcher parce qu'ils sentent que ça va être difficile. Mais en tout cas, dans la grande majorité des joueurs, ils ont la volonté de faire une bonne saison. Et même pour eux, ce qu'ils vivent aujourd'hui, sachez que ça ne leur fait pas plaisir et qu'ils préféraient être en haut du classement avec le FC Sochaux parce qu'ils savent très bien que ça pourrait être aussi de monter avec Sochaux. Leur niveau de vie changerait. Enfin voilà, le public, ça leur éviterait peut-être à certains de lire les réseaux sociaux tous les week-ends et de se faire sabrer. Je pense qu'ils passeraient aussi des meilleurs week-ends. Donc sincèrement, dans la grande majorité, c'est des garçons qui ont envie d'y arriver, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas suffisant et ça c'est une réalité. J'enchaîne, mais la question brûle. Du coup, tu vois, on écarte des facteurs, pourquoi finalement ça donne pas les résultats attendus. Tu as dit sur l'attaque, on est en défense, rien à redire. Sur l'attaque, ça marche pas. Comment t'expliques cette difficulté finalement que nous, il me semble, on perçoit au stade de connexion entre les joueurs, de lien, de spontanéité et puis de capacité à se créer vraiment des occasions. Ouais, ça c'est vraiment le problème qu'on a rencontré depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur un groupe défensif fort. Je pense que l'animation de l'équipe au début de saison n'a pas trouvé ses marques et pourtant, comme j'ai dit, il y a un noyau dur de joueurs qui étaient là la saison dernière. Je prends de façon très précise, comme ça permet de ne pas parler dans le vide. Je vais vous donner une stat que j'ai l'habitude de donner, c'est-à-dire qu'entre Kevin Augas, Diego Michel, Noah Fatah et je rajoute Issouf Makalou sur les 6 premiers mois, l'année dernière c'était 25 buts. Cette année c'est 1 but. C'est-à-dire que le seul qui a marqué un but c'est Noah Fatah. Kevin Augas c'est 0 but, Diego Michel c'est 0 but,
Issouf Makalou, c'était 0 but. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a une équipe qui a réussi dans l'animation offensive à trouver des connexions, mais qui par contre, défensivement, était beaucoup plus friable que cette année. Et cette année, sur l'aspect offensif, c'est une équipe qui a eu tout simplement du mal à trouver des connexions, à trouver du lien entre les joueurs. Alors moi, j'étais très déçu de ne pas réussir à garder Kevin Zoe, parce que pour moi, c'était un joueur très important de notre équipe. Malheureusement, on n'a pas pu s'aligner et il est parti en Ligue 2. Mais pour moi, c'était un joueur qui, offensivement, nous amenait beaucoup de liens dans l'animation et je pense qu'on a perdu beaucoup avec son départ. Je la redis ou si tu veux. Pour le live, pour la vidéo, je te passe le micro. T'as les avants qui font des appels sensés sur les côtés et on ramène le ballon systématiquement derrière. Je suis désolé, ça peut pas marcher comme ça. Ça faut peut-être un peu travailler plus à ce niveau-là, quoi. Ouais, Vous regardez tous les matchs, c'est tous les matchs pareils, quoi. Tu prends Fatah, tu prends le petit jeune là, ils partent, ils font des appels constamment et non, le ballon on leur passe derrière. Et c'est clair que ça peut pas, voilà, faut peut-être travailler à ce niveau-là, quoi. La transmission du milieu à l'avant ne se fait pas. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, sur ce qu'on appelle l'animation, après, je pense que voilà, dans un club, et attention, hein, sinon il aurait fallu qu'on mette une 3e chaise et qu'on fasse venir le coach. Parce que comment ? Non, mais oui, c'est vrai. Mais non, je pense qu'en effet, c'est un secteur de jeu aujourd'hui où je vous l'accorde, où des fois on met trop de passes de sécurité et qu'il faudrait aller un peu plus vite vers l'avant. Mais je pense que c'est l'accumulation aussi, le manque de résultats, le fait qu'on s'est souvent reposé sur notre défense et je pense qu'on a beaucoup attendu quelque part l'exploit individuel de nos joueurs offensifs et malheureusement on ne l'a pas trouvé et qu'aujourd'hui voilà, on est dans cette spirale négative et vous savez quand vous êtes dans une spirale négative, moi je tiens à le dire, j'ai eu la chance de pouvoir vivre du football. L'aspect psychologique et mental d'un joueur de foot, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les jambes, si à un moment donné dans la tête, vous avez un petit peu, vous êtes moins relâché, forcément vous faites moins bien les choses. Ça, c'est une réalité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet aspect global ? Sinon, oui, vas-y. Ouais. Ah si tu veux sur le coach, donc c'était la question suivante, mais je te laisse la poser si tu veux. Oh, bonsoir. Juste savoir, oui, pour l'entraîneur, est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné arrêter de changer d'entraîneur, puis pérenniser l'entraîneur pendant 2-3 ans, puis toujours arrêter de changer de coach tous les ans, parce qu'à force, on n'y arrivera jamais, parce que je vois d'autres clubs, ils gardent des entraîneurs 2-3 ans, puis ils y arrivent à monter. Donc, ou alors prendre le bon dès le premier coup, quoi. Tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'un club a besoin de stabilité. Donc si on revient sur le changement d'entraîneur cet été, au départ, c'est pas quelque chose qui est prévu, puisqu'on a un entraîneur qui était ici, avec qui on a travaillé, qui était sous contrat. Voilà, on a dû changer d'entraîneur. On a rencontré différents entraîneurs à l'époque avec Jean-Claude Plessis, puisque c'est Jean-Claude et moi-même qui avons fait les entretiens avec 5 coachs. À l'arrivée, le choix a été fait sur Karim Mokedem. Après, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais il faut aussi se remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'il faut aussi que quand le deuxième match, on perd à domicile après avoir gagné contre QRM, contre Le Mans 1-0, et que les supporters viennent sur le parking pour demander des explications à l'entraîneur, je pense qu'on envoie aussi des signaux qui ne sont pas hyper positifs sur quelque part la stabilité et le fait de pouvoir avoir, entre guillemets, laissé travailler les gens avec un petit peu de temps. Je pense que c'est des signaux qui, pour moi, sincèrement... Ouais, on n'est tous pas patients, on voudrait tous que ça aille plus vite et on est tous pareils. Après, je pense que pour que les gens ils travaillent aussi dans une certaine sérénité, une certaine stabilité, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen.
Alors, pour que les gens qui vont suivre en vidéo entendent les questions, il faudra les prononcer dans le micro, mais c'était un commentaire sur ce que tu venais de dire et sur la nécessité de la continuité. Peut-être une question, dans le bilan de la saison, on vient de discuter finalement de l'aspect sportif et du fait que les objectifs soient pas remplis. On va discuter de quelles solutions on se donne et comment on se projette pour la suite. Mais dans les questions qui étaient posées par les socios, et puis vous me direz s'il y en avait d'autres sur cet aspect-là, une question pour Clément, qui était comment est-ce que toi tu vois la difficulté actuelle dans la relation avec les supporters, éventuellement la possibilité d'un reflux, que le public boude Bonal. Est-ce qu'il y a des actions à entreprendre en ce sens pour maintenir le lien, alors même que sportivement il y a une déception qui s'exprime au stade, autour de l'équipe première. Voilà. Est-ce qu'il y a des actions à entreprendre en ce sens-là? Et évidemment, tu te doutes de l'action qui était proposée par les socios, qui était baisser le prix des places. Okay. Ouais, baisser le tarif des places, ouais. Donc en effet, aujourd'hui, ce qui fait une des forces du club, c'est notre capacité à avoir du public au stade, de créer de l'engouement et d'avoir ce fameux 12e homme derrière nous. Il nous a aidés cette saison. Certains matchs comme Concarneau, où quand on était un petit peu en difficulté, on a réussi à garder l'avantage. Mais en effet, il a pu aussi mettre une pression un petit peu sur l'équipe à certains moments. Donc nous, il faut qu'on soit vigilant à faire en sorte que l'ensemble du public reste solidaire derrière l'équipe et continue à la soutenir. On a tous autant qu'on est, aucun intérêt à faire en sorte de mettre une pression négative sur les joueurs, à les bouder, à plus venir les voir, à les siffler. C'est pas comme ça qu'on arrivera à les aider et à les faire avancer vers une potentielle montée. Donc en effet, nous on réfléchit quotidiennement avec l'ensemble des collaborateurs et du club pour faire en sorte que on garde cette flamme, faire en sorte que les gens comprennent que malgré la déception, c'est pas en sifflant, en haranguant les joueurs, en les attrapant sur le parking que ça va les faire avancer. Ça fait jamais avancer personne de fonctionner comme ça. Donc voilà, nous, il faut qu'on arrive à être le plus pédagogue possible, malgré la déception, pour faire en sorte que les gens soient positifs au stade. Derrière, on travaille avec les équipes commerciales, billetterie de communication, pour travailler sur des offres qui donneraient envie au public de continuer à venir au stade malgré ces résultats en dents de scie, parce que c'est en dents de scie, voilà, il n'y a pas que du négatif non plus. Donc ça passe par du contenu. Nous on croit beaucoup au contenu et à aller chercher de nouveaux publics. On en a déjà parlé et ça a porté ses fruits. On voit le match de Châteauroux. Franchement, Châteauroux, c'est pas le match, il faudra couper. Mais c'est pas quand même le match le plus sexy de l'année, c'est pas l'affiche la plus incroyable de l'année. On n'était pas non plus dans une spirale positive de performance, mais malgré tout, on a réussi à créer quelque chose autour de cette rencontre pour atteindre 13 000 spectateurs. Alors malheureusement, c'est soldé par un match nul, mais on a vécu quelque chose de sympa au stade. Très prochainement, il y a le match des Socios, sur lequel on espère avoir ce même type d'engouement. Donc voilà, et puis encore une fois, l'objectif c'est d'essayer de parler du projet global et que les gens aient envie de venir au stade, soutenir le club et le projet du club dans son ensemble. Alors je peux comprendre que pour certains soit compliqué à accepter et entendre, mais malgré tout c'est une réalité. Après sur la partie tarification, je suis pas sûr que de mettre les places à 2 €, ça va venir les gens au stade. Voilà. Mettre les places gratuites ou très peu chères, ça a plus tendance à dévaloriser ton produit que de faire venir le public. Puis d'ailleurs, il y a des tas d'expériences, il y a des tas d'actions qui ont été menées, des tas de statistiques qui le prouvent finalement. Donc c'est pas forcément la solution. Même si vous êtes attentif, il y a de nombreuses offres et actions commerciales sur la tarification qui sont menées au club tout au long de la saison, à destination des CE, à destination du foot amateur, à destination des abonnés. Donc ce levier tarif existe. Même si, malgré tout, le club doit générer des recettes pour exister.
Je relis mes petites fiches et puis je vois qu'on avait encore deux questions là, toujours sur le bilan de la saison, là, assez précises finalement. Il y en avait une sur je l'avais dans l'état d'esprit, mais au niveau de la cohésion du groupe. Les gens se demandaient si... alors il y a toujours ce truc, est-ce que le groupe vit bien? Mais aussi, est-ce qu'ils vivent bien ensemble? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce que les joueurs font des choses en dehors des entraînements? Est-ce qu'il y a une vie de groupe, quoi, au-delà du simple sportif? Et puis, qu'est-ce que c'est mon autre question? Je me paume dedans. Déjà, je te donne celle-là sur la cohésion et les actions pour la cohésion. Alors, en ce qui concerne la vie de groupe, oui, sincèrement, il y a une vie de groupe qui est plutôt bonne. Après, comme certains peut-être là, dans votre entreprise, vous n'entendez pas bien avec tout le monde. Mais après, il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, non, il y a une vie de groupe qui est bonne. Alors après, aujourd'hui, je pense que les mentalités des joueurs ont changé aussi. Il y a quelques années en arrière, on était plutôt, nous, acteurs de notre projet. C'est-à-dire que c'est souvent les joueurs qui organisaient des choses, des sorties, pas mal de choses. Aujourd'hui, mais je pense que c'est sociétal aussi, c'est-à-dire que les générations ont changé et que les gens sont plus, attendent un petit peu plus que ce soit les autres qui le fassent. Donc à l'initiative du club, on a organisé plusieurs choses, soirée Ligue des Champions, à l'initiative du staff, il y a eu un Noël Secret Santa. Donc il y a eu des choses qui ont été faites et qui se sont bien passées, et en tout cas qui font dire que le groupe est un groupe qui vit bien malgré tout dans son ensemble, malgré la déception des résultats. Ça, c'est une chose. Après, je pense que l'autre question, c'était par rapport au début de saison et comme quoi beaucoup de joueurs voulaient partir. C'est peut-être ça que tu voulais... Je ne sais pas, mais c'est une très bonne question. Et Voilà. si tu fais aussi les questions, je prends. Voilà. Bon, je vais mettre court à cette fausse rumeur. En fait, en début de saison, déjà, la plupart des joueurs qui étaient là l'année dernière souhaitaient continuer le projet. Ça, c'est une première chose. Et puis après, en effet, il y a quelques garçons qui ont souhaité éventuellement voir un autre projet. Alors, je l'avais dit en préambule, il y a Malcolm Viltard qui était formé au club. Qui lui avait envie de voir autre chose parce que le national c'est un championnat qu'il connaissait bien, donc il avait envie de voir autre chose. Après on avait acté, nous club, de vendre Alex Dao parce qu'il avait été sollicité tout au long de la saison par des clubs beaucoup plus importants que nous en termes sportifs, en termes financiers pour lui et aussi sur l'aspect économique pour le club. C'est une réalité. Malheureusement, Alex est blessé gravement pendant derniers jours avant de reprendre la préparation. Donc il est resté avec nous, il est en train de revenir. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe, pour le club, qui retrouve un niveau proche de celui qui était le sien l'année dernière. Maintenant, il faudra aussi un peu de temps et un peu d'indulgence. Très clairement, il y a Mpoy Gomis, voilà, qui avait fait le souhait de partir parce qu'il a eu des offres qui sont venues. Et nous, on a estimé que pour un joueur qui avait fait une quinzaine de matchs en national, pour le club aussi de façon économique, c'était un transfert tout à fait cohérent et qui rentrait aussi dans le modèle économique du club. Voilà. Puis après, il y a la NACRA qui est, comme je vous ai dit, qui a refusé de signer chez nous et qui a signé à Clermont-Ferrand. Voilà. Et après, nous, on avait signifié à quelques garçons qu'on comptait pas dessus. Voilà. Mais sinon, les autres garçons étaient totalement dans le projet, à l'image de Vitelli qui a re-signé, Moltenis qui avait re-signé. Donc il y a des garçons qui étaient vraiment investis dans le projet du club. Voilà. Et si j'ai fini mon tour d'horizon des questions posées sur Discord, la dernière sur la saison, là sur le passé, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'ici, c'était une question assez précise sur l'arrivée des joueurs au mercato hivernal, avec l'impression qu'il fallait beaucoup de temps finalement pour qu'ils se mettent en route et qu'ils apportent un plus à l'équipe. Est-ce que ce temps te paraît normal, c'est-à-dire pour intégrer Durban et Doumbia? Voilà, est-ce qu'ils sont dans les temps de passage? Est-ce que c'est plus lent que ce que tu attendais pour l'apport à l'équipe première? Alors, je vais éluder le sujet. Alors, je vais éluder en répondant à la question. C'est-à-dire qu'au mercato d'hiver, voilà, quand on a fait le point avec Karim sur un petit peu les manques qu'on avait, on a fait le constat de deux choses. Un, qu'il nous manquait un garçon capable de finir nos actions parce que
il faut aussi se dire les choses, parce que les garçons qui ont été là et qui ont été recrutés sur le mercato estival ne donnent pas satisfaction. Donc la volonté, c'était de bonifier l'équipe. Dans un premier temps, notre volonté, c'était de prendre des joueurs de suite, potentiellement, on va dire, en forme. Mais pour ça, généralement, c'est des joueurs qui sont dans des clubs. Donc on a sollicité quelques garçons qui étaient dans des clubs. Mais forcément, quand vous sollicitez des garçons qui jouent dans des clubs, il faut payer en face. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de l'attaquant d'Aubagne, puisque c'est un joueur qui m'aurait plu, qui aurait plu à l'équipe, qui aurait plu au coach. Mais malheureusement, quand vous allez voir Aubagne, vous leur dites tiens, Nsimba, c'est pas mal chez toi. Ouais, mais par contre, il va falloir payer un transfert, ce qui est normal, puisque nous, on fait la même chose. Donc, tout simplement, c'est des garçons qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y avait un transfert à payer. Et que on n'a pas pris ces garçons-là par défaut, parce que Geoffrey, ça reste un garçon réputé sur la division, qui a toujours marqué des buts, même dans des équipes en difficulté, qui était dans un club en début de saison, qui est arrivé, qui a joué rapidement, puisque je rappelle qu'à Bourg-Péronas, il rentre quasiment 25 minutes, une demi-heure. Après, il y a aussi la gestion de l'entraîneur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il n'y a pas de problème, je veux bien prendre beaucoup de critiques, mais à un moment donné, c'est pas moi qui fais l'équipe. Et ça, je veux être aussi clair avec vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entraîneur a des joueurs à disposition. On a fait le recrutement ensemble, c'est-à-dire qu'on a discuté des profils. Et après, l'animation de l'équipe, à un moment donné, chacun son rôle. Sinon, je passe les diplômes, mais ça ne m'intéresse pas. Et après, le recrutement de Moussa Doumbia, on voulait un joueur créatif. Je pense que vous le connaissez. Il était ici. Je pense de la créativité, il en a. Je ne vous cache pas que ça a été un peu frustrant pour nous que son arrivée soit un peu retardée par des problèmes administratifs. Et je tiens à dire que c'est des problèmes liés à l'ambassade en Côte d'Ivoire. Donc il a mis un peu plus de temps pour arriver. Et c'est vrai que ces 15 jours-là auraient été bénéfiques pour lui. Mais aujourd'hui, Moussa, vous l'avez vu, il joue. Alors il n'est pas totalement à 100%, mais je pense que même à 80-90%, ça reste un joueur talentueux et qui va être capable de nous amener des choses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions en regardant dans le bilan, ou est-ce qu'on passe à la projection sur la suite? Ouais. Alors il y en a 2, 3. Alors les mains, hop. Bon, déjà bonjour. Vous parlez des supporters qui ont débarqué au tout début de la saison dans le vestiaire pour voir le coach. La plupart, moi j'étais à la sortie des joueurs, on est d'accord, c'était les ultras de la TNS. Alors je ne sais pas si ici il y en a qui en font partie, mais il ne faut pas mélanger non plus tous les supporters avec. Alors ils ont peut-être leur raison en tant que supporters ultras. Nous, après, de notre côté, si on siffle l'équipe après le match, c'est notre seule façon de nous faire exprimer notre mécontentement. On n'a aucun autre moyen. Donc après, on ne peut pas nous reprocher d'avoir envie de résultats, parce qu'on veut quand même remonter le club en Ligue 2. Et c'est la façon la plus sobre, la plus facile pour nous, en fait, de nous faire entendre. Donc, sur ce point... Ouais, non, mais on reproche pas les sifflets d'après-match et on met pas tout le monde dans le même sac, comme on dit. Voilà, en effet, il y a eu très rapidement, quand même, malgré tout, de fortes critiques. Julien en parlait. Deuxième match, des supporters qui débarquent au vestiaire. Les réseaux sociaux qui se déchaînent dès fin août. Malgré tout, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les gens regardent les réseaux sociaux. Et quand on voit le déchaînement presque de haine, la violence qu'on peut y lire, vous pouvez vous douter qu'un jeune de 18 ans, voilà, ça le perturbe. Vous pouvez vous douter qu'un jeune papa de 24 ans, 23 ans, qui débarque en Franche-Comté avec sa jeune femme, la jeune maman, et qui voit que deuxième journée, il est sur le parking avec sa femme qui débarque, il y a 15 mecs qui viennent, il se fait insulter tous les jours sur les réseaux sociaux, il dit waouh, où est-ce qu'on a mis les pieds, quoi? Où est-ce qu'on est? Donc, faut le considérer. On est obligé de le considérer. On ne met pas tout le monde dans le même sac, mais en tout cas, il y a un contexte, une pression qui fait que ça peut en blesser ou en perturber certains.
On peut pas le nier. Et voilà, nous, on vous dit les choses. Et on n'est pas en train de vous critiquer, de critiquer un tel ou un tel. C'est un contexte qui fait que. Après, sur les sifflets, bon, moi, je suis pas fan des sifflets. Je suis pas fan des sifflets. À la limite, siffler après le match, moi, je peux comprendre qu'à la fin d'un match, vous êtes déçu, vous sifflez. Ce qui me gêne plus, c'est les sifflets pendant le match, où pour le coup, jamais rien n'est fini dans une rencontre. On sait qu'on peut toujours venir, on peut renverser des situations qui paraissent parfois insurmontables. Nancy l'a prouvé ici. Donc moi je pense que pendant un match, c'est le devoir de tous de toujours y croire et faire en sorte de soutenir l'équipe. Si ça n'a pas marché, je peux comprendre et on ne vous reprochera pas de siffler après la rencontre. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un constat qu'on émet et qu'à un moment ça puisse perturber et pas forcément être positif. Voilà. Et que, encore une fois, on répète, et vous allez peut-être dire que c'est pas suffisant et que c'est pas forcément de votre rôle ou qu'on aurait dû faire mieux. Mais malgré tout, on a fait quelque chose, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire il y a 1 an et demi en étant tous unis, solidaires, soudés. Mais ça, il faut qu'on continue à l'avoir. Et à faire en sorte de continuer à pousser l'équipe, soutenir l'équipe, même si on n'est pas content, même si on est déçu, même si ça ne va pas. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à être solidaire pour mener le projet à bien. C'est toi qui parlais tout à l'heure de calme, de sérénité. Ça prend du temps, un projet à mettre en place. C'est long. Et donc voilà, il faut laisser un peu de temps au temps. Juste nous dire, parce que tu parles des sifflets et puis de l'atmosphère générale autour de l'équipe. Vous, voilà, qui vivez avec le groupe, jusqu'à quel point ça les atteint? Parce que voilà, nous, c'est des moments de colère en fin de match, voilà, et on est déçu, énervé. Voilà, quel impact ça a sur le groupe de l'intérieur? Parce que tu vois, des fois on se dit, oh, ils sont habitués, c'est des joueurs pros, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, donc ça passe. Mais... Ouais, après je pense qu'il faut aussi, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc des sifflets après un match, bon voilà. Moi je parle du principe que, voilà, quand vous enchaînez des mauvais résultats et qu'à un moment donné, le supporter voit pas le bout du tunnel, les sifflets, ou comme a fait la TNS le match d'avant, de ne pas manifester pendant 15-20 minutes. Moi je trouve que ça reste courtois. Après c'est plus, des fois je trouve qu'il y a des paroles qui pour moi sont irrespectueuses. Je pense qu'à partir du moment où il y a du respect, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, on parle... Le problème d'aujourd'hui, mais voilà, on va pas faire un discours de psychologie, mais je pense que c'est un problème sociétal, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont devenus un cancer, c'est-à-dire que les gens se cachent derrière des pseudos pour insulter tout le monde et n'importe qui. Moi, je préfère faire ce qu'on fait ce soir, je sais à qui je parle, et si demain j'ai un problème avec quelqu'un, on se voit entre 4 yeux, on se dit les choses, mais derrière, c'est pour être constructif. Le réseau social est un moyen de déverser sa haine sous un faux pseudo et de ne pas assumer les choses. Voilà. Ça, les réseaux sociaux et les campings dans les tribunes. Ouais. Ça, c'est inadmissible, je suis désolé. Donc voilà, moi, après, les joueurs de foot, ça reste des humains. Et il y en a certains qui ont subi pas mal de choses. Et je peux comprendre que mentalement, à un moment donné, un joueur de foot, ça reste un humain. Si vous, tous les jours, sur le réseau, on vous dit que vous êtes une merde, peu importe, je pense qu'à un moment donné, ça va vous toucher. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, et j'ai lu un article qui me semblait intéressant, je pense qu'à Sochaux, il faut faire comme à Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'un joueur qui était à Marseille, qui s'appelle Pape Gay, qui est un joueur qui a signé à Villarreal. Il a dit, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai supprimé Twitter parce qu'on m'a dit que c'était très violent. Et je pense qu'à Sochaux, les joueurs devraient supprimer leur Twitter. Voilà. Oui. Ouais, mais c'est plus... C'est des jeunes aujourd'hui, c'est la génération d'aujourd'hui. Non mais, vous croyez qu'on a fait quoi? On leur a dit.
On leur a dit arrêtez d'aller sur les réseaux. Voilà, c'est... Alors après, attention, on ne va pas se cacher derrière les réseaux pour dire qu'aujourd'hui les résultats sportifs ne sont pas suffisants. Pas tout mélanger. Mais je pense qu'il faut, comme partout, c'est la modération en fait. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut être modéré dans ses propos. On peut ne pas être d'accord. Voilà, je pense qu'on est des personnes assez ouvertes. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà discuté avec des gens là qui sont dans la salle plusieurs fois. Voilà, monsieur à la casquette là-bas, je suis arrivé au match de la réserve, il m'a dit il va falloir vous bouger. Bon voilà, pas de problème. Je trouve que voilà, il y a rien de méchant, ça reste courtois et je suis d'accord avec lui. Mais voilà, le reste, pour moi, ça n'a rien à faire. Enfin, voilà, c'est dommageable, en fait. Parce que souvent en plus, c'est des jeunes trous du cul qui mettent ça. Comment ? Non, mais c'était justement en lien avec ça ma question. On parlait de l'état d'esprit tout à l'heure sur le terrain. Donc j'ai envie de dire l'état d'esprit physique, le joueur multi le maillot. Mais moi, les réseaux sociaux, j'y suis pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est acceptable qu'un joueur professionnel, tout à l'heure, vous disiez, il passe son week-end sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il est acceptable, vous avez un petit peu répondu là, mais qu'un joueur professionnel puisse passer autant de temps sur un réseau social? Est-ce qu'il n'y a pas une hygiène de vie à l'extérieur du terrain qui peut-être est à... Alors, il faut vivre avec son temps, c'est peut-être les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça malheureusement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à l'extérieur, dans leur vie privée, qui font qu'ils sont peut-être moins physiques, moins frais, ou justement mentalement plus touchés? Alors, le but, c'est pas de les surveiller. Pour un joueur professionnel, je parle. Hein. Après, je vais vous dire, s'ils sont sur les réseaux, ils ne sont pas en boîte de nuit. Ils peuvent faire les deux. Hein. Oui. Donc, non, mais aujourd'hui, c'est difficile de contrôler voilà, les jeunes. Et je pense que vous avez des enfants, vous voyez bien. Il faut, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, il faut vivre avec son temps. Après, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on pense que ça n'a pas d'impact, mais sincèrement, ça peut avoir un impact. Après, bien sûr qu'il faut être modéré. Après, nous, on les conseille. Voilà, on a pris aussi quelqu'un qui est venu accompagner l'équipe sur l'aspect mental, qui fait des interventions, on va dire, bien ciblées. Voilà, parce qu'à un moment donné, on a aussi des jeunes joueurs et qui, comme je l'ai dit, sont des humains et qui aujourd'hui savent très bien que les objectifs pour le moment sportifs ne sont pas respectés et qu'à un moment donné, c'est comme ça dans la vie, quand vous n'êtes pas dans les objectifs, le football reste un sport et on peut être attaqué et puis on ne va pas se mentir, le supporter est versatile. L'année dernière, voilà, je pense que tout le monde nous passait tout parce qu'il y a eu un contexte et cette année, voilà, il y a eu aussi une communication qui fait qu'il y a eu beaucoup d'attentes autour de l'équipe et qu'il y a cette impatience et qu'aujourd'hui, forcément, on peut être ciblé, décrié, contesté. Après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut rester, pour un cordonnier, je vais droit dans ses bottes, continuer à bosser et puis souhaiter que, en tout cas, l'équipe gagne des matchs parce que je pense que c'est le plus important pour tout le monde. Merci. Peut-être je vous propose, je vois la main levée, mais je vous propose pour avancer dans la soirée alors si tu tiens il faut que tu tiennes ta parole et qu'on passe du bilan vers les actions à entreprendre. Oui, bonsoir. Alors déjà, je voulais vous remercier d'avoir amélioré l'accessibilité au stade pendant les matchs. On rentre plus vite. Et c'est pas négligeable quand on arrive un peu à la bourre. Ça a été un gros problème pendant longtemps en Ligue 2 et là-dessus, ça a bien progressé. Moi, j'ai une question qui rejoint à la fois le sportif et puis, je pense, ce qui va se passer après. C'est est-ce qu'on n'a pas mis trop de pression sur le fait qu'il fallait qu'on remonte en 2 voire 3 ans? Et est-ce que... Alors, je comprends la problématique économique du club, mais est-ce que finalement, ça ne met pas trop de pression à la fois sur nous? Parce que, voilà, en 2023, on était contents, on avait réussi à se dire on va faire une saison. Après, on nous a dit, bon, les gars, on fait une saison, mais dans 3 ans, si on n'est pas monté, il va peut-être falloir relancer vraiment le projet Socio-Show comme on l'avait prévu au départ, malheureusement. Et puis, de se dire, est-ce que maintenant, ça ne crée pas trop de pression à la fois sur nous, les supporters,
en se disant on va perdre une année, est-ce qu'on va pas perdre l'année de trop et trop de pression sur les joueurs? Merci. Tu as tenu ta parole avec une des questions de transition. Ouais, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que c'est une question qu'on s'est posée à plusieurs reprises ces derniers mois, très clairement. Aujourd'hui, on se rend compte que notre communication des derniers mois, des dernières semaines, sur ces fameux 3 ans, puis fameux 2 ans, en disant on a encore 2 ans devant nous, finalement c'est une communication qui est catastrophique. Catastrophique parce que, comme on dit qu'on a 2 jokers. Si on n'y arrive pas cette année, on a déjà un de cramé. C'est-à-dire que l'année prochaine, si on n'y arrive pas, on se retrouve en juillet 2023. Et du coup, ça a créé beaucoup de tensions chez vous, les socios, chez les supporters, dans l'environnement économique, et puis forcément sur les joueurs. Parce que quelque part, on leur dit, il faut que tu montes cette année. Il faut que tu montes. Sinon, on meurt. Quand même une pression qui n'est pas extrêmement positive et qui est même dangereuse. Si vous regardez tous les clubs ces dernières années, ces dernières décennies, qui ont communiqué sur de la temporalité, en disant on va monter dans tant de temps, on va être en Coupe d'Europe dans tant de temps, on va être champion dans tant de temps, on peut faire les stats. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Donc en effet, ça a été une très mauvaise communication. La notion de 3 ans, elle existe, et elle existait par rapport à nos projections financières et la trésorerie qu'on avait avec l'augmentation de capital. C'est toujours une réalité. On parlera un petit peu financier tout à l'heure pour ceux que ça intéresse, qui veulent encore rester, dire un petit peu où on en est, des efforts qu'on fait et des améliorations qu'il y a. Mais tu as cette réalité des 3 ans sur les aspects de trésorerie. Mais si on n'est pas monté au bout des 3 ans, ça ne veut pas dire pour autant que le club va disparaître. C'est pas ça le sujet en fait. C'est que dans notre fonctionnement actuel, dans le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, alors vous allez voir qu'on fait des efforts sur plein de sujets, mais on a encore un fonctionnement d'un club pro costaud. Voilà. On est structuré, on est organisé, on accueille le public dans de bonnes conditions, on a un centre de formation de premier plan, on a un stade qui est magnifique, qui coûte un petit budget. Voilà. Dans notre fonctionnement actuel, même si on fait gaffe un peu partout, on garde ce modèle-là. Si dans 3 ans on n'y est pas, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans nos démarches et qu'on prenne des décisions un peu plus, pas radicales, mais en tout cas qu'on soit beaucoup plus précautionneux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'existera plus, que le projet du club sera à plat. Le projet, on vous l'a exposé, ça restera toujours le même. Mais on devra fonctionner différemment, sûrement avec moins de personnes, sûrement avec un centre de formation qu'on devra repenser. Mais le club sera toujours là. Voilà. Donc ça, c'est en effet erreur de communication. Et maintenant, il faut qu'on soit capable de réexpliquer cette notion de temporalité tout de suite. Parce qu'en effet, si on n'y arrive pas cette année, première journée l'année prochaine, si on ne gagne pas 5-0, mais on va exploser. Hein. Donc voilà, il faut un projet, encore une fois, je le répète, c'est long à mettre en place. Il faut du calme et il faut de la patience. Donc si on n'y arrive pas cette année, on tentera l'année prochaine. Et si on n'y arrive pas l'année prochaine, soyez sûr qu'on tentera l'année d'après. Et on continuera d'être là. Alors le plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Hein. Parce que le modèle économique en Ligue 2, il est plus confort, je ne dis pas que c'est la panacée, mais il est plus confort qu'en national pour un club comme le nôtre, avec son centre de formation, ses charges fixes, etc. etc. Mais voilà, il faut qu'on soit calme par rapport à ça. Et qu'on arrête de se mettre cette pression avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si on n'y arrive pas dans 2 ans, voilà, on se retrouve sur le parvis, les images dramatiques qu'on a vues il y a quelques années. Voilà, enfin, il y a quelques mois, pardon. Donc ça, c'est un élément important. Après, sur cette saison, si vous reprenez les communications qu'on a fait en début de saison, voilà, l'objectif, c'était, Julien en a parlé tout à l'heure, c'était dans les 5 premiers du championnat, ou en tout cas dans le top du championnat, pour espérer accrocher quelque chose, en disant, allez, si au mois de mars-avril, on est dans le top 5, tu peux basculer du bon côté. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, on n'y est pas, mais l'objectif, c'était ça. On n'a jamais dit qu'on voulait monter cette année. Hein. On a dit, voilà, il faut qu'on monte en 2 ans.
Bon, mais même ça, c'était pas bon en termes de communication. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on veut remettre à plat. Voilà, c'est important de se dire qu'on ne disparaîtra pas dans 2 ans si on n'est pas monté en Ligue 2. Merci, c'était une réponse importante et j'espère qu'on se donne un peu d'air et nous aussi, enfin supporters, on peut se. Il y a la beauté du sauvetage à l'été 2023 et il y a effectivement, je pense, cette espèce d'immense anxiété qui traverse les supporters d'avoir compris que leur club était mortel et de se dire est-ce qu'on ne risque pas de revivre la même chose. Voilà. Donc ça, cette anxiété, j'ai l'impression qu'elle nous paralyse nous et qu'elle rejaillit aussi négativement finalement sur l'ensemble du club. Donc c'est important de se donner de la vision et de la durée. Maintenant, ok, il faut quand même monter. Et du coup, c'est l'ensemble des autres questions. Par rapport au bilan qu'on vient de faire de cette saison, même si, après tout, les choses sont encore jouables, mais dans le bilan, de se dire, ok, on n'a pas atteint, là on n'est pas à l'endroit qu'on voulait maintenant par rapport aux objectifs qui étaient fixés. L'année prochaine, on fait comment ? Comment est-ce que tu vois, Julien, toi, la construction de l'effectif ? Comment est-ce que tu vois la continuité de l'effectif ? Il y avait beaucoup de questions sur la continuité. Est-ce qu'on va réussir à conserver les joueurs qui donnent satisfaction dans le projet actuel ? Est-ce qu'on va réussir à conserver, par exemple, un jeune comme Mendes qui montre d'énormes qualités ? Et dans les questions continuité, mais comme ça, je t'ai tout posé d'un coup, la question sur le coach, évidemment. On a changé de coach, on a dit tout à l'heure, ça serait bien d'avoir de la stabilité. Est-ce qu'on continue avec Bompard ? Est-ce que ça a du sens ? Comment est-ce que tu vois la saison prochaine et les actions à entreprendre pour que on retente notre chance dans de meilleures conditions ? Bon, t'as bien résumé, on va parler de la suite. Alors sur la question je vais entamer direct la question du coach. En fait, quand vous faites signer un coach en début de saison, vous avez une règle qui est propice au club professionnel, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation de faire signer votre coach pendant 2 ans. Donc, ce qui a été le cas avec Karim Mokedem. Quand vous faites signer un coach en cours de saison, vous avez la latitude de pouvoir le signer jusqu'à la fin de saison. C'est-à-dire que quelque part, vous emprisonnez pas dans quelque chose, un contrat, vous prenez un coach entre guillemets en cours de route, qui va découvrir un effectif, qui va découvrir un club. Donc vous avez aussi cette latitude, et lui aussi a cette latitude de pouvoir voir un petit peu les choses et de faire un point d'ici fin avril pour voir comment la collaboration entre lui et nous s'est passée et de se dire à un moment donné, est-ce que Fred est le coach pour partir la saison prochaine pour aller jouer les premières places. Voilà déjà une règle, je ne sais pas si vous la connaissiez tous, mais au moins comme ça vous l'avez, qui nous permet d'avoir cette latitude-là. Voilà. Donc, sur la saison... Ça marche plus ou quoi ? C'est bloqué, Clément. Et vu que je suis un ancien joueur, je suis pas trop... le cliché du footballeur. Ah, bien joué Mathieu. Voilà, donc voilà, on va appeler ça stratégie et orientation N1 2025-2026, parce qu'il y a aussi une stratégie et une orientation Ligue 2, parce que dans le football, c'est jamais ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on n'est pas en bonne posture. Peut-être que d'ici 10 matchs, ça sera différent. Voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre les matchs les uns après les autres et surtout gagner un match rapidement, parce que c'est ce qu'on a besoin. Voilà, donc l'idée, premier point, réduire la masse salariale du groupe professionnel, mais rester dans quelque chose de cohérent. Pourquoi je dis ça ? Comment ? Parce que très clairement, il nous reste un dernier très gros salaire de l'époque des Chinois qui arrive en fin de contrat cet été. Donc ça va être quand même une manne financière importante. Et on estime que voilà, qu'on sera capable de rester dans une enveloppe correcte pour monter une équipe compétitive. Quelques joueurs sous contrat avec qui on discutera pour trouver un nouveau projet pour eux, parce que tout simplement le mariage s'est pas fait. Et je tiens à dire que peut-être qu'un joueur qui aujourd'hui sous-performe à Sochaux performera demain dans un autre club. Et ça, c'est la réalité du football. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur,
mais peut-être que le contexte, à un moment donné, ici, n'a pas été propice à ce que le joueur soit performant pour différentes raisons. Alors, réduire le nombre de contrats professionnels, tout en incluant les jeunes voilà, que je vous ai cités, donc qui eux sont des garçons qui ont contractualisé avec nous, c'est-à-dire qu'ils seront avec nous la saison prochaine. Voilà. La volonté de s'appuyer sur le centre de formation. Alors quand je dis doublure, un joueur qui commence, entre guillemets, j'aime pas ce terme, remplaçant peut très vite devenir un titulaire important. Exemple Elson Mendes, qui au départ est, on va appeler un joueur de complément, puis qui est devenu un titulaire important de l'équipe. Voilà, insister sur l'ADN du club avec la valorisation des jeunes, du centre de formation et post-formation, parce qu'aujourd'hui la post-formation est un élément important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous allez chercher un jeune de 16 ans, pour arriver à l'emmener sur l'équipe professionnelle, ça devient de plus en plus difficile, surtout en national. Donc aujourd'hui, moi ce que j'ai demandé à mes équipes, c'est de travailler aussi sur la post-formation. Elson Mendes est typiquement le cas d'un joueur en post-formation qui a été récupéré à Sedan, qui est arrivé l'année dernière, qui a fait une année de N3 et qui aujourd'hui voilà, nous aide beaucoup sur l'équipe pro. Le recrutement du petit Abderrezek Saadi rentre totalement dans cette perspective de post-formation, c'est-à-dire après l'idée c'est pas d'aller chercher un joueur en post-faux pour boucher un jeune de notre formation. Le petit Saidi est venu parce qu'on estime que sur le poste de latéral droit, aujourd'hui, dans notre centre de formation, on n'a pas un profil capable de venir s'intégrer à l'équipe professionnelle, tout simplement. Voilà. Alors sachez que sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées, moi depuis que je suis arrivé au club, j'ai mis en place une base de données interne au FC Sochaux, c'est-à-dire qu'on a créé une base de données qui n'existait pas, avec tout le travail des recruteurs, tout le suivi, pour que demain, si je suis plus au club, ce que je souhaite pas, parce que je suis très bien à Sochaux, la personne qui vienne puisse s'appuyer sur le travail qui a été fait. Voilà. Et j'ai mis un point qui me semble important, prend en considération le contexte socialien dans le recrutement, joueur avec personnalité et capacité à faire face à la pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en national, vous avez peu de stades, peu de clubs en national qui jouent devant 10 000 spectateurs. Mais par contre, quand vous êtes en national, il faut que vous ayez aussi des joueurs qui connaissent le national pour monter en Ligue 2. Et ça, c'est une réalité. Mais par moment, des joueurs qui sont habitués à jouer devant 1000, 2000, peut-être 3000, c'est pas pareil que de jouer devant 10 000. Donc, il faut qu'on prenne ce point-là en considération. Et je pense que c'est un point que peut-être on a occulté et qu'on n'a pas pris de façon suffisamment importante dans le recrutement de quelques garçons qui sont des très bons joueurs, mais qui peut-être sur l'aspect mental, aujourd'hui en tout cas, ne sont pas totalement prêts à donner leur plein régime dans ce contexte-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, alors là, c'est l'effectif aujourd'hui qui est sous contrat avec nous. Donc les jaunes, c'est des joueurs qui très concrètement sont sous contrat avec nous. Et il y a Geoffrey Durban qui est en violet parce que tout simplement c'est un joueur qui a une option qui est liée à un certain nombre de matchs. Voilà. Très simplement. Et donc les autres sont des garçons qui sont tous avec nous. Après, bien entendu, l'idée c'est aussi de discuter avec quelques garçons qui donnent satisfaction et de continuer l'aventure avec nous. Maintenant, vous voyez que sur l'aspect défensif et même sur l'aspect voilà, milieu de terrain, on a une base qui est solide. Et après, devant, on a des jeunes joueurs talentueux qu'il faudra bonifier avec quelques joueurs avec des qualités différentes. Voilà. Bon, voilà, ça c'est l'effectif Ligue 2, c'est-à-dire que c'est la même chose. Avec les garçons en violet, c'est les garçons qui ont une option. Amilcar Silva, voilà, qui est prêté à Concarneau, qui se rajoute. Noah Fattar qui est sous contrat en cas de Ligue 2. Voilà un petit peu l'effectif en cas de Ligue 2. Et ça, c'est la stratégie, l'orientation en cas de Ligue 2.
Voilà, la volonté dans un premier temps, c'est d'avoir une masse salariale entre la 12e et la 16e place, parce que c'est aussi les contraintes qu'on a. Quelques joueurs à sortir qui ne rentreront pas dans notre projet en Ligue 2. Toujours réduire le nombre de contrats pro pour laisser la place aux jeunes. Volonté que les doublures, voilà, ça reste quelque chose de marquant, de s'appuyer sur des jeunes du centre, Honoré, Victor Joseph, tous ces garçons-là. Voilà, ça reprend un petit peu les mêmes choses. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Ça, on va partir de la formation, mais on va peut-être s'arrêter ici, Mathieu. Si, c'est très complet. Je te relance tout de suite quand même avec une des questions qu'on avait voilà, des socios, mais qui est un truc qui revenait souvent sur le recrutement. Peut-être que tu y as répondu d'une certaine manière avec le paramètre de la pression. Mais finalement, dans les joueurs qu'on prend, sauf erreur de ma part, on n'est pas allé chercher des très bons de N2. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, d'aller regarder les joueurs qui performent en N2 à l'étage du dessous pour venir à Sochaux, ou c'est pas l'orientation que tu privilégies? Bah, on regarde, bien sûr. Alors si, il y a le recrutement d'Abderrezek Saidi qui vient de N2 puisqu'il joue à Istres. Après, moi je pense qu'un joueur en N2, Abderrezek, c'est un 2005, c'est un garçon qui a 19 ans, qui jouait de façon régulière en National 2, donc ça veut dire qu'il a une marge de progression. Pour tout vous dire, j'ai été voir, alors comment on dit, Bisheim Épinal ce week-end. Je peux vous dire que le niveau de la N2, sincèrement, j'ai vu beaucoup de matchs de N2. Il y a des bons joueurs. Voilà, je ne sais plus, quelqu'un m'a dit oui, il faut aller voir l'attaquant de Bisheim qui jouait à Colmar l'année dernière. Je suis persuadé qu'en N1 à Sochaux, il mettrait des buts. Il en mettrait quelques-uns, mais je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur que Martin Lecollier. Voilà. Après, forcément, la N2 est un marché qu'on travaille, qu'on regarde, parce qu'aujourd'hui, il y a des bons joueurs dans toutes les divisions. Mais en fait, ces garçons-là, il faut qu'on arrive à les prendre voilà, dans un projet post-faux pour les accompagner et qu'à un moment donné, ils puissent devenir des joueurs importants du FC Sochaux. Sincèrement, un joueur de 28-29 ans qui joue toujours à N2, à moins que tous les recruteurs de France aient les yeux crevés, mais sinon il serait déjà dans un autre club, sincèrement. Donc on travaille la N2, on travaille même la N3, mais après, une chose est sûre, c'est que si un bon joueur en N2 qu'on estime qui est capable d'apporter quelque chose à l'équipe, on s'en privera pas, parce que ça fait partie aussi du modèle économique qu'on souhaite et du modèle de joueurs qu'on souhaite aussi intégrer à notre effectif. Merci. Sur la préparation, cet aspect préparation sportive de la saison prochaine, construction de l'effectif et de ses objectifs, est-ce que vous avez des questions en plus de celles que j'ai déjà posées? Ouais. Merci. Bonsoir à tous les deux. Merci de nous accorder ce temps d'échange tout d'abord. Moi j'ai une question. Alors, en revenir un petit peu sur l'année écoulée qui va découler sur ma question pour l'année à venir. Au niveau de l'investissement des joueurs, au niveau de l'esprit combatif de l'équipe, sur énormément de matchs cette année, je ne l'ai pas vraiment senti. Début d'année, on s'est dit on va essayer de jouer la montée, voilà, donc d'aller de l'avant. Sur le terrain, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. Sur énormément de matchs, je n'ai pas senti des combattants sur le terrain. Le foot, comme vous l'avez dit, c'est un sport. On joue, on gagne, on perd. Voilà, c'est le sport, c'est le jeu, on accepte. Mais qu'on perde en s'étant battu. Sur énormément de matchs, c'est cet état d'esprit que je n'ai pas ressenti. Du coup, ma question pour l'année prochaine, est-ce que vous comptez mettre en chose quelques places pour développer cet esprit de la gagne, cet esprit combattant, voilà, pour essayer de performer puis d'atteindre l'objectif souhaité? Merci. Ouais, alors je réponds, hein, Clément. Alors, dans le sport et au football, on gagne, on perd et on fait des matchs nuls. Et nous, on a fait beaucoup de matchs nuls. Non, mais blague à part. Non, sincèrement, je pense que le constat qu'on avait fait, c'était aussi d'amener des garçons avec cette niaque, des garçons capables à un moment donné d'amener les autres avec eux. C'est pour ça que, par exemple, Mathieu Pébernès, aujourd'hui, pour moi, ça me semble un garçon important dans ce projet. C'est un garçon qui a connu le club, qui a des valeurs, qui, je pense, sur le terrain ne triche pas.
Maintenant, je comprends ce que vous pouvez des fois ressentir. Mais en effet, peut-être qu'il faut un ou deux grogneurs de plus dans cette équipe pour être capable, à un moment donné, de secouer le cocotier, comme on dit, quand ça va pas. Après, je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est un problème. Ce genre de joueurs-là, il y a quelques années, vous les trouviez plus facilement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que d'avoir des garçons avec cette fibre-là, c'est-à-dire c'est des garçons qui doivent être capables de penser aux autres avant de penser à soi. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mais il faut quand même avoir ces garçons-là dans un vestiaire, dans un groupe, parce que par moment, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois aux joueurs, c'est pas toujours le coach, pas toujours le directeur sportif, pas toujours le président qui doivent régler les choses, mais par moment, c'est les joueurs entre eux. Et c'est vrai que ce genre de joueurs, aujourd'hui, dans le paysage du football, manque un peu. Et il faut qu'on arrive en effet à essayer d'amener un ou deux garçons avec cette fibre-là. Je suis d'accord. Question sur l'année à venir, sur la saison à venir? Oui. C'est pas forcément sur l'aspect sportif, mais plus sur la partie organisation administrative. On se posait pas trop la question jusqu'à aujourd'hui parce qu'on pensait pas y rester si longtemps, mais on parle de plus en plus de Ligue 3 Pro. Est-ce que, on sait que ce sera en 2026-2027, est-ce que l'année prochaine il y aura déjà des changements dans la nationale vis-à-vis de cette Ligue 3 Pro? Et est-ce que ça peut nous impacter en termes de programmation? Et aussi sur le centre de formation, on disait souvent que le centre de formation, si on reste en national, il pouvait mourir, il pouvait être fermé. Est-ce que le fait qu'une Ligue 3 Pro soit faite puisse permettre d'avoir un centre de formation sur 10 ans et pas forcément sur 3 ans comme on en parlait jusqu'à maintenant? Ouais. Alors merci pour votre question, c'est une bonne question. La Ligue 3 Pro, il y a pas mal de clubs de national, notamment les clubs pro qui sont en national depuis pas mal d'années, qui militent pour cette fameuse Ligue 3 Pro, parce que c'est vrai qu'on est sur un championnat hybride avec 10 clubs professionnels aujourd'hui et maintenant uniquement 7 clubs amateurs. Vous voyez, on est plus nombreux à être professionnels dans ce championnat maintenant que d'amateurs. Donc en effet, il y a des disparités de traitement entre tous ces clubs, traitement juridique, traitement contractuel de club, traitement financier sur les soutiens de la fédération ou de la ligue. Et donc l'objectif, c'est d'harmoniser les règles et de manière à harmoniser la compétition et avoir une équité sportive plus importante. On en est au stade embryonnaire. Il y a eu une première réunion de travail il y a 10 jours avec 4 clubs de national, la fédération et même la Ligue pour commencer à réfléchir sur le fonctionnement de ce championnat. Donc pour la saison prochaine, il n'y aura pas de réel changement. Il y aura peut-être un changement de nom qui sera peut-être un élément déclencheur ou en tout cas un marqueur de la volonté de changer. Mais pour la saison prochaine, il n'y aura pas de réel changement sur le format de la compétition ou ses règlements. Maintenant, vous avez raison de parler des centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la Ligue a créé une situation auquel, je pense, elle ne s'était pas préparée. Alors, ce n'est pas forcément une critique que j'ai mis envers la Ligue, même si de temps en temps on pourrait être critique. Mais en effet, en passant sa Ligue 1 et sa Ligue 2 à 18 clubs, elle a fait descendre dans ce championnat national 4 clubs issus du monde professionnel. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir des clubs. L'objectif, c'est d'avoir des Ligue 1, Ligue 2 assez fortes, avec des gros clubs, des clubs historiques, des clubs puissants. Finalement, on se retrouve aujourd'hui en national avec Sochaux, Nancy, Valenciennes, Dijon, Le Mans, potentiellement Bordeaux s'ils remontent ou s'ils étaient. Cannes qui est en N2. Ouais, alors on peut regarder les 8 poules de N2, mais là, non mais vous avez raison. Potentiellement Caen l'année prochaine. Donc finalement, on se retrouve avec une N3 qui n'avait, je pense, pas prévu et pas imaginé. Et exactement, vous avez raison, on se retrouve dans une situation où vous avez plusieurs clubs qui sont en national avec des centres de formation. Et la question du centre de formation n'a pas été complètement traité. Donc aujourd'hui, la suppression de l'agrément n'est pas automatique.
comme la suppression du statut professionnel. Aujourd'hui, voilà, on a ce qu'on appelle la licence club, comme en Ligue 1, Ligue 2, où on doit répondre à un cahier des charges qui nous permet d'avoir la licence club et de garder notre statut professionnel. Et de statut professionnel doit découler, sur demande, l'agrément pour le centre de formation. Donc aujourd'hui, on est encore sous un format où on demande comme des dérogations, si vous voulez. On espère que demain, ce sujet du centre de formation soit traité de manière plus claire et transparente grâce à la Ligue 3. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Mais il n'est pas question qu'on perde notre statut pro, et encore moins question, enfin pas question non plus, qu'on perde l'agrément du centre de formation. Merci. Peut-être j'enchaîne sur le dernier espace de questions. Enfin, et puis je vous remercie encore de la franchise des échanges. Enfin, je pense que tout le monde apprécie ici, voilà, et on se donne le temps. Les dernières questions étaient sur... Alors, il y avait des questions diverses et variées, mais il y en avait une sur la pérennité économique du club. Est-ce que à l'avenir, en fait, le club, d'après toi, a besoin d'aller chercher, d'étendre son assise économique? Là, actuellement, on parle beaucoup des actionnaires locaux, franc-comtois. Est-ce qu'on peut imaginer un FCSM qui reste sur cette base, ou est-ce qu'un jour, il faudrait aller chercher au-delà de nos actionnaires locaux? C'était une des questions qui était posée sur le Discord. Aujourd'hui, on a un projet avec des actionnaires locaux, des actionnaires accompagnés de socios et de collectivités qui sont venus au sauvetage du club pour recréer un projet local. Je pense que c'est hyper important de le rappeler, d'être fier de ça et de vouloir s'attacher à ça. Le sujet de faire entrer de nouveaux actionnaires, c'est un sujet qui pour le coup, concerne les actionnaires, qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui les concerne et qui pourrait un jour venir sur la table. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Si on veut jouer à la Champions League, il faudra des actionnaires étrangers pour nous aider à y arriver. Mais c'est pas l'objectif actuellement. Merci. Alors tu as une question? Ouais. Oh. Ah. Il vaut mieux. Est-ce qu'il faut la dire ça pour la vidéo? La question qui fâche. Donc pour tout le monde, la question, est-ce que Peugeot peut revenir? Quand est-ce que Peugeot revient? Stellantis peut-il venir au FCSM? Vous connaissez les raisons du départ de Stellantis. Monsieur Tavares, à l'époque, avait fait un choix d'entreprise, de séparer de ses filiales, dont le FC Sochaux. C'était il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Monsieur Tavares est parti à d'autres occupations. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne sait pas exactement encore qui prendra le lead au sein de Stellantis. Évidemment que compte tenu de l'histoire du club avec Peugeot, on serait ravis de recréer des liens avec eux. Alors de là à imaginer qu'ils redeviennent actionnaires, j'en sais rien. Mais au moins recréer des liens, je pense que ce serait une première étape importante. À noter que plusieurs membres de la famille Peugeot sont actionnaires du club à titre personnel. Donc le lien n'est pas complètement rompu. Et j'ose espérer qu'ils pourront être des alliés de poids dans notre opération séduction. Oui. Mais en effet, on aimerait, voilà, on est voisins. Nous sommes des acteurs de la cité, des acteurs du territoire. De n'avoir aucun lien, ça n'a presque pas de sens en fait. Donc ce serait bien qu'on puisse recréer quelque chose. Ouais. Et je vous propose comme dernière question, promis, encore une question qui nous vient du Discord dans les questions diverses, c'était est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il vous semble intéressant de solliciter l'avis, les conseils des socio-shows dans leur globalité? Ou dit autrement, comment est-ce que tu vois l'apport de socio-show au club? Où est-ce qu'on peut vous aider? Vous pouvez nous aider dans tout notre quotidien en fait. Déjà le fait qu'on soit face à vous, que vous nous challengez, que vous nous posiez des questions, ça nous permet de nous interroger quand même. Pas qu'on soit dans notre tour d'ivoire à avoir des œillères, parce qu'évidemment on écoute et on essaye d'être le...
Ouais. C'est une expression, juste. Non, mais voilà. Ne pensez pas qu'on est des œillères et qu'on n'essaye pas d'être le plus objectif et le plus pragmatique possible. Mais d'avoir ce type d'échange, d'avoir régulièrement vos sollicitations, vos interrogations, vos questions. Bah, ça nous permet aussi de se poser, de prendre un peu de recul, de parfois se remettre en cause. Donc c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, hein, imaginez bien que nous, on est là pour construire, pour faire avancer le club et qu'on fait tout notre possible de la manière la plus objective, transparente et loyale possible. Voilà. Et si ça ne marche pas aujourd'hui, soyez sûr qu'on en est les premiers malheureux. Donc voilà, ça c'est un élément et on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Puis après, je pense que là où vous avez votre pierre à apporter à l'édifice, c'est surtout ce que vous représentez. On a le sentiment que Sochaux, c'est un panel de la population franc-comtoise et qu'à un moment, chacun d'entre vous doit être capable de nous dire comment il conçoit son FC Sochaux, comment il a envie de le vivre et de nous donner vos idées et votre perception. Ça peut nous aider à nous mener sur la voie de ce que vous attendez, de votre club de demain. Voilà. Merci. Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Et puis alors le mot de la fin pour la réunion et puis qu'on. Ah, on a eu la réponse au début. Alors, y aura-t-il un huis clos sur le match des socios ? On peut en reparler de la commission de discipline. Question bonus. Ouais, il n'y a pas de souci. Puis après, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point financier quand même. Okay. Parce que voilà, il y a aussi des choses qui vont bien et il y a aussi des choses qui avancent. Donc, comment ? Ça nous intéresse de savoir, si tout va bien au club. Ouais, on avance. Tout va pas bien, mais ça va mieux. Et on avance. On avance. Commission de discipline. On doit rendre nos conclusions pour le match de Nancy vendredi, hein Lucas ? Avant vendredi, ça veut dire demain. Bon, on a avancé quand même hein, sur le dossier. Ouais, donc on doit rendre nos conclusions jeudi sur les mesures qu'on a prises, sur notre perception de ce qui s'est passé, de la situation. Si on fait un petit retour, nous, on continue à dénoncer les actes. Ce qui s'est passé, c'est pas tolérable. Il y a eu des débordements et on peut pas accepter la violence dans les stades. Ça, c'est un point qui est très clair et on est très clair avec tout le monde là-dessus. Maintenant, ce qu'on prône, nous, c'est les sanctions individuelles. On trouve ça profondément injuste de punir tout un stade pour les agissements de quelques personnes. La Ligue le fait bien. Enfin, la Ligue le fait et elle a plutôt bien compris. La Fédé, on n'est pas là encore. Elle en est loin d'être là. Et elle prône plutôt la fermeture des stades. Ce qui, pour nous, n'a pas de sens. Donc, écoutez, on va se défendre de manière à faire en sorte d'avoir une individualisation de sanctions, ou en tout cas, une sanction la plus réduite possible. Alors, le match de Nîmes, il n'y a pas de problème. Match de Nîmes, il n'y a pas de sujet. Alors, si vous voulez, hop, on va au concret, pas de problème. Match de Nîmes, il n'y a pas de souci, puisqu'on doit rendre nos conclusions donc, vendredi. On sera jugé jeudi prochain, la veille du match de Nîmes. Et ils ne peuvent pas nous sanctionner pour un match qui a lieu le lendemain. Voilà. Et peut-être même pas pour Rouen d'ailleurs. Vous savez, la Fédé va parfois tranquillement. On l'avait vu sur le match de Dijon, c'était un petit peu long. Ouais, on avait pris du temps. Mais en même temps, c'était entre Noël et Nouvel An. Chacun avait des trucs à faire. Donc c'était un peu long, ouais. Donc là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la décision. Maintenant, soyez sûrs qu'on se laissera pas faire, mais qu'en tout cas, on fera en sorte de ne pas fermer le stade, parce qu'on ne trouve pas ça juste, et parce que ça a un impact non négligeable sur l'économie du club. Donc on ne se laissera pas faire. Tu fais la transition du coup. Ouais, avec ton dernier point. Non, c'était. On voulait juste aussi vous montrer que voilà, il y avait Julien qui de faire un petit point sur la situation économique du club. Alors c'est les tableaux, hein, c'est fou. Il n'y a rien de secret avec ce tableau, c'est ce qui a été présenté à la DNCG. Donc c'est officiel et ce sera diffusé très prochainement. Si on peut éviter de prendre des photos, par contre, c'est cool.
Bon, c'est pas grave. Voilà, on est transparent avec vous, mais voilà, c'est des sujets qu'on va traiter ensemble. Ça, c'était la saison 22-23, où on était en deuxième division. Là, vous avez les charges, là, vous avez les recettes. D'accord ? En saison 22-23, on a 32 millions d'euros de charges. On dépense 32 millions d'euros. D'accord ? En recettes, on a 25 moins 13. C'est de l'abandon de créances. Donc on a 12 millions d'euros de recettes. Ça veut dire qu'on perd 20 millions d'euros, en gros, en 22-23. 20 millions pour une entreprise normale, c'est beaucoup. C'est trop. C'est trop. C'est pas viable. La saison dernière, le club commence à travailler, faire des efforts et réduire considérablement ses charges. On passe de 32 millions de charges, de dépenses, à 20 millions l'année dernière. Grâce à un gros travail du club sur ses charges fixes et surtout sur sa masse salariale. Julien avait fait un gros travail sur la réduction de la masse salariale et le départ de nombreux joueurs issus de l'ère chinoise, de manière à passer ce budget de 30 à 20. D'accord ? De l'autre côté, forcément, quand tu descends en national, tu as un peu moins de recettes, notamment les recettes de droits télé. Et la vente de joueurs te permet, parce que malgré tout, les joueurs ils sont partis, mais ils ont été vendus. Donc il faut quand même rappeler, il faut quand même se rappeler de ça. Il faut se rappeler d'où on vient et ce qui a été fait par le passé. D'accord ? On a réussi à réduire la masse salariale de 10 millions d'euros, mais quand même de gagner 7 millions de recettes en vendant les joueurs. On aurait pu faire partir tout le monde, avoir zéro. D'accord ? Donc c'est des éléments qui sont importants. Donc voilà pour la saison 23-24. Et donc on continue cette démarche de réduction de nos charges et de tenter d'augmenter nos recettes, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera et c'est comme ça qu'on arrive à se développer. Cette saison, en début d'année, on présente à la DNCG au mois de mai ce qu'on prévoit pour la saison. D'accord ? Au mois de mai, on présente à la DNCG 15 800 000 de charges, en gros, de dépenses. Quand on va les voir en décembre, on a réussi à baisser nos charges de 700 000 euros. Donc le club avance, le club continue à travailler pour réduire ses charges. Je vous ferai un petit détail de ce qu'on réduit après, mais il y a différentes pistes. Et on continue à avoir des recettes cohérentes malgré la disparition des droits télé. Quand on se présente à la DNCG en début d'année, on leur présente un bilan à moins 7 millions d'euros. On va les voir 4 mois après, on est passé à moins 4,4. On a réussi à gratter 3 millions d'euros, un peu moins, en 6 mois. Donc il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui sont positives. On a toujours un déficit structurel qui est trop lourd, qui n'est pas acceptable. On n'arrivera pas à durer 10 ans comme ça, c'est pas possible. Vous l'imaginez bien. Ou sinon, encore une fois, comme on vous le disait, Socio-Show, tous les ans, on vient vous voir. Mais ça ne marchera pas indéfiniment. Et les actionnaires non plus, c'est pas possible. Donc on avance, on continue à baisser ce déficit. Il faut qu'on continue dans ce sens-là, en baissant nos charges, parce qu'on a des charges qui sont trop importantes pour un club comme le nôtre, dans la division dans laquelle on joue. Sur les charges qu'on appelle charges achats externes, c'est tout ce qu'on achète qui font tourner le club au quotidien. On a baissé de 25% cette saison, en baissant l'achat des équipements, les achats alimentaires, les contrats informatiques, l'intérim. On avait du personnel intérim dans tous les sens. Les échanges marchandises, les frais de réception, les frais de déplacement. On a tout réduit pour diminuer de 25%. L'année prochaine, l'objectif, si on reste en national, c'est de faire encore moins 25% sur ces achats-là. Ça représente des sommes importantes. Ma salariale, cette année, elle a baissé encore de 18%. L'année prochaine, si on est encore en national, on veut attendre encore ce moins 18, moins 20%. De manière à réduire l'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Et c'est comme ça qu'on arrivera à pérenniser le club. Et vous voyez que les recettes, elles sont en hausse. Donc on arrive à inverser les tendances. Et plus on avancera dans le temps, plus on arrivera à activer ces mécaniques. Julien parlait tout à l'heure de l'historique. On a encore quelques joueurs qui pèsent hyper lourd dans notre effectif. Au fil du temps, les contrats ils s'arrêtent. Et du coup, on ne dépense pas la même chose. Sur ces charges-là, tout à l'heure je disais qu'on était sur une nouvelle entreprise.
On est sur un nouveau cycle, mais pas tout à fait une nouvelle entreprise. Pendant 10 ans, alors on n'est pas en train de se cacher derrière l'historique, mais il faut le prendre en considération quand même. Il y a un historique, il y a un passif qu'on assume, qu'on est en train d'essayer de travailler, qu'on est en train d'essayer de nettoyer, mais il y a un passif. Pendant 10 ans, le club a investi uniquement dans l'humain sur le terrain. C'est clair. On n'a rien construit. On n'a rien construit. On n'a pas construit dans nos infrastructures. Le centre de formation, il n'a pas bougé d'un poil. Vous pouvez retourner, nickel, il n'a pas bougé. Le stade Bonal, il n'a pas bougé d'un iota. Tout est pareil. Les équipes administratives, elles n'ont pas bougé. Tous les contrats qu'on a, c'est pas compliqué, hein, c'est tacite reconduction depuis 10 ans. Donc on a encore des contrats là, qui tournent, qui avancent, sur les mêmes trends et sur les mêmes niveaux que quand on était top de Ligue 2 ou Ligue 1. Bah, voilà, ça c'est pas possible. Donc aujourd'hui on récupère ça. Des contrats, ça s'arrête pas comme ça. Vous avez tous des contrats dans vos vies perso, d'assurance, de leasing, des contrats de travail. Vous savez que ça s'arrête pas comme ça du jour au lendemain, que ça peut prendre du temps. Il y a des contrats qui ont des durées, et quand ils arrivent à terme, eh ben on les renégocie, on les remet à plat, on redéfinit nos besoins et on renégocie. Et c'est comme ça que tous les ans, on arrive un peu à baisser nos charges et notre masse salariale pour avoir quelque chose du plus équilibré, de plus équilibré possible. D'accord ? Donc comme tout à l'heure je vous l'expliquais, sur notre schéma 3 ans, c'est en optimisant, en faisant mieux, en retravaillant tous les sujets avec les équipes du club, c'est d'arriver à quelque chose de plus raisonnable, qui ne nécessite pas d'appeler au secours, tous les ans parce que c'est pas tenable et que c'est pas viable. Et si dans 3 ans, au fameux bout des 3 ans, on n'y est pas, on refera un travail, on se reposera des questions. Voilà. Aujourd'hui, le stade Bonal, il coûte, en loyer fluide, il coûte 1,2 million d'euros. Peut-être qu'on retournera voir la collectivité. 1,2 million d'euros en national, c'est pas possible. C'est impossible. Donc peut-être qu'il dépend de notre projet qui sera en difficulté. Le lien social, Bonal, ça va être dur. Comment on fait ? Et voilà, c'est un vrai sujet. D'accord ? Le centre de formation, qui aujourd'hui est un centre de formation de catégorie 1, qui a un budget conséquent, est-ce que dans 3 ans, on gardera cette catégorie de centre de formation ? Ça ne veut pas dire qu'on le ferme, ça ne veut pas dire qu'on ne forme plus, ça ne veut pas dire que c'est au cœur du projet. Mais est-ce qu'on n'adapte pas à la 3e division notre centre de formation ? Voilà. Est-ce qu'on n'adapte pas la structure, l'organisation du club ? Voilà, ce sera des sujets. On sera là. On sera là pour travailler, on sera là pour avancer, pour avoir toujours une équipe compétitive pour que notre cœur du réacteur il atteigne les objectifs sportifs, mais on adaptera le reste. Est-ce que c'est clair pour vous ? Il y avait beaucoup de chiffres quand même. Comment ? Non, on paye le loyer. Non, on paye le loyer. On paye le loyer et les fluides, ouais. Alors après, PMA est venu au soutien du club. PMA est venu au soutien du club, comme d'autres collectivités, comme le territoire de Belfort, comme la ville de Belfort. Les collectivités sont venues à nous aider à hauteur de 5 millions d'euros. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'aide, surtout pas. Surtout pas. PMA est un vrai partenaire et on compte sur eux. Maintenant, il y a encore des sujets de discussion. Ah non. Non, si. Mauvaise info. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clore peut-être là-dessus cette soirée, ce qui n'empêche pas de continuer à échanger et de profiter de la présence de Julien et de Clément. J'espère que cet échange qui était au-delà de la franchise, au-delà de la sincérité, totalement transparent sur les chiffres et ce qui vous a été présenté. Voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner avec le club. J'espère que vous avez eu aussi une idée, vous avez senti l'intensité en fait du travail qui est fourni par Julien, par Clément et toutes les équipes du club pour le ramener à pérennité, parce que c'est quand même l'objectif qu'on regarde tous ensemble. Et puis je vous remercie d'avoir été présent ce soir pour cet échange qui, j'espère, était à la hauteur de ce que vous attendez de Socio Show et des socios. Merci à vous, merci Clément, merci Julien.